Ils sont partis dans les couloirs du temps. Bonjour les amis, on se retrouve et cette fois-ci K2. Nico nous a abandonné après la dernière émission, il a dit on est trop des débiles, il préférait revenir une prochaine fois. Mais ça y est, comment tu vas? Ça va très bien toi Thomas? Bah ça va, super. Encore un peu pris parce qu'on tourne seulement quelques jours après l'émission de la Nexus et je suis encore un peu malade, donc vous m'excuserez si la voix part un peu pendant l'émission. C'est pas impossible, j'ai du mal à la retrouver. Ouais, parce que il a mué il y a pas longtemps, donc Ouais. vous savez c'est compliqué. C'est mes collègues au taf, ils sont contents, j'arrive pas trop à parler, je dis moins de conneries, ils ont la paix pendant toute la journée, tu vois. Ah, je les comprends. Ouais, tu vois. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On a décidé de faire une sorte de pot pourri, mais un pot pourri WCW. On a mis plein de noms de catcheurs différents pour que t'en parles un petit peu, mais ça y est. J'ai choisi de prendre des catcheurs qui pourront jamais avoir une émission complète sur eux, ou alors vraiment dans des petits points rivalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si, je vois totalement. Parce que bon, voilà, on va peut-être pas faire une émission de 2h30 sur Disco Inferno, Ah oui, bah. même si t'en serais capable. Ouais, 2h30 quand même pas. Mais non, mais je me dis, voilà, donc, ça va être une émission un petit peu, on va raviver un petit peu les souvenirs des fans, comme nous, des vieux fans de catch, des années 90 et début des années 2000. Ça marche? Ouais, ça marche. Alors, comme d'habitude, je compte sur vous pour donner de la force à cette émission. Un petit commentaire, un petit j'aime, N'oubliez pas la cloche. et c'est parti. Alors, écoute, on va commencer très rapidement. Le premier nom que j'ai mis, c'est un nom qui est pas vraiment WCW, mais il y a passé pendant juste quelques semaines avant leur premier pay-per-view. C'est Sabu. Parce que ça nous permettra de dire quelques mots justement sur cette légende du hardcore qui vient de nous quitter. Oui, exactement, ouais. Feu à lui, et paix à son âme. Donc, alors, c'est vrai que son passage WCW est très court. Hein. C'est quelques semaines, pas plus. Quelques semaines, je crois qu'il a 3 matchs, en Mm. plus. Il affronte justement, je crois, Disco Inferno. Il a un match en pay-per-view à Halloween Havoc 95 face à Mr. GL, qui est le catcheur Jerry Lynn. Voilà. Et je crois qu'il a de nouveau un match contre Inferno, je crois, le Nitro d'après. Ils font justement une présentation sur le Nitro avant son arrivée, une petite vidéo présentation de lui. Oui. Je crois qu'en fait, j'avais entendu dire qu'il avait, normalement, ça devait être un contrat longue durée pour lui. Et pour X raisons que C'est pas passé. ça s'est pas passé. Et du coup, oui, il est beaucoup plus connoté ECW. Mais je voulais en parler parce que c'est l'occasion, Ouais, quoi. voilà. Donc oui, c'est un visage vraiment marquant du catch en général, et surtout du catch hardcore, comme on a dit. Un énorme exceptionnel de l'ECW, c'est l'un des grosses stars fait par Polyman là-haut. Il n'a pas eu le titre, bizarrement, comme j'avais déjà dit, le titre ECW, il n'a pas été dans les mains de beaucoup de personnes, mais c'est des rivalités ultra marquantes, que ce soit face à Taz, son équipe avec Rob Van Dam, sa rivalité face à Terry Funk, où je me souviendrai toujours d'une blessure qui m'avait terrifié. J'avais vu des images de l'époque, pas le match complet, mais ça devait être des vidéos sur Dailymotion, où quand il essaye de faire un peu un air hardy, donc ça veut dire de sauter en faisant un leg kick, on va dire un leg lariat dans le coin sur Terry Funk, sauf que les cordes c'est du barbelé. Et qu'en fait, quand Terry Funk esquive, il se rate dedans, il se bouffe dedans. Et en fait, il s'arrache le bras, quoi, mais de manière vraiment très violente. Terry Funk, hein. Non, Sabu. Bah, de toute façon, ça se voit sur son corps. Hein. Oui, bah, Toutes les cicatrices qu'il avait sur son corps, elles sont legit. Hein. Oui, c'est vraiment, il se les a fait dans le, Oui. membre, neveu du Chic, c'est ça? C'est ça. L'original Chic. L'original Chic. C'est pas l'Iron Chic qu'on a vu avec Hogan, c'est l'autre. C'est un autre, ouais. C'est un autre. Et je sais aussi qu'on s'en souvient, les personnes comme moi qui ont découvert le catch un peu tout début des années 2000 avec son passage à la WWE, CW. Ouais, en 2006-2007. Voilà, alors c'est vrai que c'est un catcheur qu'on parle beaucoup de lui pour un gros nombre de botches parce qu'il avait un catch tellement fou. Oui, c'est ça. Que des fois, ça ratait, quoi. En fait, forcément, il se ratait parce qu'il tentait des trucs tellement ambitieux. Et même si il avait peur de rien, hein, de toute façon, ça fait partie de son surnom. Hein, le génocidaire, le suicidaire, tout ce que vous voulez. Normalement, Liliane Garcia le faisait en anglais. Oui. Je le ferai pas. Homicidal, genocidal, death, define, maniac, Sabu. Ouais, voilà. Elle le faisait bien. Elle le faisait super bien. Et en fait, il faisait des trucs tellement ambitieux que même lui, avant de le faire, il se disait pas, non, c'est peut-être trop, quoi. J'en avais déjà parlé, quand la première invasion ECW en 97, il fait un saut je crois, du stage dans le Hammerstein Ballroom. Il tente tellement un truc tellement improbable qu'il se foire en plein milieu de la télé, quoi. Ouais. Parce que c'est pas humain de tenter de se... Et il tentait des trucs tellement dingues qu'on peut pardonner certains de ses ratés. Ouais, certains de ses ratés, mais il y a certains trucs qu'il les faisait très très bien à force de les faire. Par exemple, son double jump moonsault, qui est une de ses prises mythiques.
C'est un peu comme à la Soul de Chris Jericho, sauf que lui posait une chaise dans le ring, il sautait de la chaise à la troisième corde, et il faisait un moonsault. Ça, c'est un truc vraiment mythique. Et ce qui est incroyable, c'est que ce mec-là avait même pas besoin de faire de promo, quoi. Son personnage, il était taiseux, il parlait pas, terrifiant, une mystique autour de lui. C'est vrai, je l'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est un des rares catcheurs qui a réussi à créer pourtant qu'elle n'a jamais été star d'une grosse fédération à part la WWE, à avoir réussi à se créer une aura d'un personnage qui est hors du temps et hors de la réalité, quoi. Quand il venait, Ouais, il dégageait un truc, ouais. il dégageait un truc. Moi, je vous conseille, si vous voulez des matchs, allez voir avec lui. Celui que je vous conseille le plus, c'est à Barley Legal 97. C'est son match face à Taz, où je pense que il a une nuque en tungstène ou en adamantium pour les fans de comics. Tellement il se prend des souplesses par Taz directement sur la nuque et que le mec est là tout le long du match, quoi. Moi, j'ai envie, si t'as encore quelque chose à dire, on peut conclure sur lui. Pardon. Bah, avant de conclure, c'est quand même dingue qu'il est mort même pas une semaine où il était encore dans le ring. Oui. Où il a fait 15 jours, je crois. Ouais, 15 jours où il a encore fait un match. Il s'est jamais arrêté, quoi. Bah, moi, j'allais justement conclure comme ça en disant qu'il y a certains catcheurs qui donnent leur corps pour divertir les fans, pardon. Et on peut dire qu'il a donné sa vie. Il a donné Le seul qui me vient à l'esprit avec lui, c'est Terry Funk. Où les mecs ont vraiment donné leur vie entière. Sans penser aux conséquences sur leur corps pour divertir les fans. Bah, peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler parce que je te saoule un petit peu avec le catch japonais. On parlera peut-être d'une des plus grandes légendes du business japonais qui est Mitsuharu Misawa, que lui est mort carrément durant un show dans le ring. Ok, bah ça on en parlera. Parce que c'est vraiment pour moi, c'est lui vraiment le visage du mec qui ne pouvait pas s'arrêter parce que on va dire le monde du catch en avait besoin. Bah, Ric Flair, c'est un petit peu ça, hein. Un peu ça aussi. Ric Flair, Après lui, Ric Flair, c'est aussi le côté unique qui fait qu'il en a besoin. Parce que voilà, Ric Flair, on l'a déjà dit, il doit en, je sais plus combien de pensions alimentaires à cause de toutes ces femmes. Du Suriname. Voilà, du Yémen, j'aime bien dire. Ouais. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. Mais alors, voilà, on est d'accord, on le sait, c'était pas un catcheur WCW, mais si on n'en parle pas là maintenant de sa bouche, pas quand on va en parler. Oui, parce que. Donc, je suis content d'avoir pu glisser quelques mots. On en parlera, comme t'as dit, peut-être dans des habilités de personnes ou des choses comme ça, mais je pensais pas faire une vidéo complète sur lui. On n'aurait pas pu, de toute façon. Il y aurait pas eu assez à dire, entre guillemets. Bah, j'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais, peut-être un peu moins pertinent, ça aurait été plus de l'énonciation de faits, parce que je n'ai pas pu suivre toute sa carrière au complet. Parce que lui, il a été partout. Il a été partout. Mais ça y est, je vais te demander un petit peu, comment qu'on procède? Est-ce qu'on commence un petit peu par les clans de la WCW de l'époque que tu as envie de parler un petit peu? Est-ce que tu veux qu'on parle de catcheurs? Est-ce que je te dis des noms? Moi, je préfère que tu me dises et on avise. D'accord, et tu me dis ce que t'en penses. Ok. Il y a un nom que tu m'as demandé, on va se le garder pour un petit peu plus tard, parce que c'est un catcheur qui t'a marqué quand t'étais jeune, quand j'étais enfant. On en parlera un peu plus tard. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par parler d'une équipe qui est importante pour la WCW. On en a déjà glissé quelques mots, mais j'aimerais vraiment que là, tu nous contextualises et que tu nous expliques pourquoi c'était de la merde. Excusez-moi hein, pour le terme. C'est le Dojo of Doom. Ah, donc une faction en plus. On va commencer. Ouais, je pensais à équipe. Quand je disais équipe, je pensais à un clan, pour te dire la vérité. Bah, on en a déjà parlé, mais je vais refaire tout le contexte. Cette idée vient de Kevin Sullivan. On en a déjà parlé. Aussi, il y a Sturi qui a fait plus ou moins un retracé de pourquoi du comment. Mais je vais le dire à notre manière à nous. C'est un catcheur qui a toujours été en mid-card durant les territoires, mais qui avait un énorme côté créatif. Et en fait, il a développé son idée. Un côté créatif mais sombre. Sombre, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est l'instigateur un peu de Bray Wyatt, de chef de clan, un peu dans le côté sectaire. Dans le côté sectaire. Donc en fait, il a créé c'était le prince des ténèbres, et il a créé le clan des ténèbres dans le circuit indépendant et dans les territoires. À la fin des années 80. À la fin des années 80. Au moment où un peu le satanisme, excuse-moi, hein, je contextualise un petit peu, au moment où le satanisme explose aux États-Unis. Exactement. Et en fait, par exemple, le titre de champion du monde de NWA, il s'en foutait. C'était juste terrifier les gens, quoi. Et ça toquait à pas mal de gens où il a réussi un peu à endoctriner d'autres catcheurs pour le rejoindre, dont Luna Vachon, qui avait été portée comme une journaliste à la télé qui faisait des trans chamaniques, qui s'était fait raser le crâne et qui l'avait rejoint. Il avait pas mal de catcheurs, hein, quand même, dans son clan, dans son clan des ténèbres, là. Et ça avait très très bien marché. Et encore une fois, je dis souvent, un personnage un peu mystique comme ça et sectaire. Ça marche. Ça marche, mais il faut pas trop l'orienter vers le main event, en fait. Il faut avoir des rivalités
qui sont basés sur sa personnalité, sur son gimmick. Lui, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de pouvoir magique. Non, il n'y en avait pas. On n'est pas comme The Film qui était increvable. Là, c'était plus ouais, il y avait plus des rites, des rituels, des machins comme ça, mais lui, pas spécialement de magie. Et en fait, à la WCW, on est dans l'arrivée d'Hogan. Et en fait, au moment, Bischoff, parce qu'au début, il a ramené tous ses potes, Hogan, c'était avec son gros pouvoir de Il avait le droit de choisir qui il affrontait. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on a son premier Starcade, il affronte Brutus, hein. Qui est un de son meilleur ami. Et voilà, donc sous le nom de The Butcher. On en avait glissé quelques mots dans notre émission sur la WCW. Je vous engage, ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo-là. Allez la voir. Et en fait, il fallait trouver un ennemi, un clan, des ennemis pour Hulk Hogan. Et en fait, comme Kevin Sullivan, c'est quelqu'un de très intelligent, il a réussi à être pote avec Hogan, ouais. Se mettre dans la poche. Peut-être pas pote, mais Hogan écoutait Sullivan, quoi. Écouter Sullivan en tant que booker, comme ça, en fait, parce que Sullivan n'allait pas à l'encontre du pouvoir créatif d'Hogan. Alors, pour faire simple, il fallait qu'Hogan soit d'accord aux idées de Sullivan. Exact. Et en fait, lui a un peu lui graissé l'ego. Et en fait, il a dit, moi j'ai une idée, je pourrais faire revivre mon clan, les clans que j'ai fait, et en fait, ça pourrait devenir tes ennemis directs. Sauf qu'en fait, voilà. On est à la télévision, et Bischoff, en fait, il voulait pas spécialement mettre du satanisme et tout ça. Et c'est avant que Bischoff parte sur son truc de réalisme, où il voulait que les catcheurs soient dans leur vrai nom, qu'ils soient ancrés dans le réel. Ça, c'est un tout petit peu après, ça. C'est après. C'est avec l'arrivée, par exemple, des outsiders. Des outsiders, voilà. C'est avant la NWO. Juste un peu avant la NWO. Parce que là, avant, c'est quand même, on va en parler un peu, avant, c'est une période-là. Bis, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que Bischoff, il a fait, c'est que on était en wrestling à la WCW. Ensuite, il y a Bischoff qui est arrivé quand Turner a repris, et il est reparti à reprendre des stars WWF, et avec Hogan, il a voulu refaire WWF, mais comme Hogan donnait les idées, je pense que la faute n'est pas totalement à Bischoff. Oui, c'est ce que tu disais déjà, tu l'as défendu plusieurs fois. Et du coup, on va édulcorer le clan de Sullivan, il a dû l'édulcorer, et en fait, ça a donné un clan de frics, de malades, ouais. de montres, de foire, en fait, c'est le cirque. C'est littéralement le cirque. C'est le cirque. Voilà, donc Sullivan, même quand il crée le clan, il était dans d'autres clans avant, il faisait partie, justement avec Brutus et tout ça, j'ai plus le nom du clan, et en fait, au bout d'un moment, dans un match, il entend des voix par le chef du donjon, qui est un catcheur hawaïen, un nouveau catcheur hawaïen, un peu une légende, qui servira juste de porte-parole, il ne catchera pas. Ok. Il a un look totalement kitsch, hein, et vraiment, on dirait un golem. Les déguisements du Donjon of Doom, c'est 5 €. Hein. Ah oui, c'est un festival. Pour le donjon complet. Et le moment où il devient le Taskmaster, du coup, Kevin Sullivan, donc il entend des voix. La semaine d'après, en fait, il fuit d'un match et on le voit courir en slip dans la forêt. Quand je vous dis que c'est totalement kitsch, c'est totalement kitsch. Hein. C'est ridicule ce segment où il il court, comme je dis, en slip de la forêt en disant « Maître, j'arrive, I'm coming !» Et d'un coup, il se fait téléporter dans le donjon. Donc du coup, il aura son fameux signe sur le front, qui est assez mythique, hein, le signe de Sullivan. Le M de Vegeta sans la classe. C'est un peu ça. Ouais, j'aime bien l'analogie. Et en fait, c'est le donjon le Dungeon of Doom. Donc c'est un truc qui est en dehors de la réalité. Donc c'est un château genre ultra ténébreux, mais vraiment cliché années 80. Et il va recruter plein de catcheurs pour affronter le Hogan. Et le but, c'était vraiment d'entrer en rivalité avec Hogan. C'était le but premier. De donner du grain à moudre à Hogan. Il y avait vraiment, c'était le but du clan. C'est la première rivalité importante de Nitro. Oui. Importante. Tu l'avais déjà répété. Pour le main event, voilà. Donc, il va recruter, dans le clan, en fait, il va mettre tous les potes d'Hogan, déjà. Donc, Brutus, Beefcake, excusez-moi, va devenir le Zodiac. Donc, le tueur du Zodiac. Voilà, le tueur sauf que là, c'est mal fait. C'est franchement, limite, on a l'impression qu'il a une blackface. Ouais. Donc, c'est d'un mauvais goût affligeant, une coupe de cheveux improbable. Il va y avoir, ça s'appelle Earthquake, qui va devenir, comment il s'appelle? Qui va devenir The Shark. The Shark, qui fait un aileron de requin avec sa main, il est ridicule. Surtout qu'en plus, il a la même singlet qu'Earthquake, la même singlet qu'Avalanche, parce qu'avant, il s'appelait Avalanche. Il va juste avoir un bandeau au-dessus de la calvitie, quoi, en dessous de la calvitie. C'est l'équipe qui est rentrée au Hall of Fame cette année. Ah, ils les ont mis au Hall of Fame? Oui. Je savais même pas. Pas le donjon, hein, mais Typhoon et Earthquake sont rentrés au... Donc John Tenta. Ouais. Voilà, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Et donc il va y avoir lui, il va y avoir Aku, donc Ming à la WCW, donc qui est le père
adoptif de Tama Tonga et Tongaloa. Donc c'est une légende et quelqu'un qui est relié à la bloodline en fait. Parce qu'il y a la famille samoane, la famille fidjienne Jinistuka et la famille tongienne, la famille Daku. Toutes les îles Toutes les îles de l'Océanie voilà, c'est ça qui a une famille et qui sont tous des grands catcheurs. Exact. Donc lui, on va dire, c'est peut-être un peu le moins ridicule dans son style, mais Ming c'est un tueur. En vrai, dans le ring. Ah ouais, c'est dans la limite dans la réalité quoi. Ouais, C'est un gros badass. On le croise pas dans la rue. Il y a pas mal d'affaires sur lui, pas mal d'anecdotes un peu sympas où le mec, lui, il a peur de rien. Mais finalement, alors on va pas parler de toute la rivalité, mais si comment il s'appelle? Aide-moi, si Bischoff avait pas eu l'idée de revenir vers du réalisme, Nitro, ça aurait été un pétard mouillé, en fait. Oui, parce que l'année 95, de toute façon, que ce soit WWF ou WCW, c'est de la merde. Oui, sauf que pour Nitro, ça commence un peu plus tard. Ça commence en septembre. Ouais. Donc les 5 derniers mois, les 4-5 derniers mois, c'est de la merde. Ah oui, c'est vraiment de la merde. Donc c'est kitsch au possible, en plus ça continue. Mais ça a quand même mis des grains pour le Hilton Hogan. Parce qu'il y a un moment où il dit qu'il est tout en noir. Qu'il est tout en noir, ouais. Il se fait raser la moustache par Sullivan. Et en fait, le seul truc bien du clan, l'un des seuls trucs bien du clan, c'est le Giant. The Giant, ouais. On en avait déjà parlé. Le combat de Monster Truck. Qui devient l'arme suprême pour aller affronter Hogan. Ouais. Il y a Lex Luger qui va rejoindre le clan. Parce que durant tout son run, Lex Luger, on sait pas s'il est face ou il est heel. Quand il arrive. Quand il arrive, en fait, il est un peu tweener, et en fait, les autres doutent. Il y a juste Sting qui est un peu, qui croit en son pote et qui se dit non, il est pas heel, et en fait, il tourne. Sting et Luger, pote, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est deux meilleurs amis. Et en fait, il officialise son return pour rejoindre Dungeon of Doom, mais ça va durer très peu de temps. Et bah, de toute façon, ça peut pas. Ça marchait pas. Il y a d'autres catcheurs qui ont rejoint le donjon, on va dire par parcimonie, mais ça s'est plus ou moins arrêté. Et en fait, là, ils ont été en rivalité. L'une des dernières rivalités du Dungeon of Doom, c'est face au Four Horseman. Et en fait, ça a permis l'explosion et le départ de Brian Pillman. D'accord. L'explosion en tant que personnage et après. Parce qu'en fait, c'est en affrontant Kevin Sullivan qu'il va lâcher sa shoot légendaire où il dit c'est un equity match. Non, c'est un respect match. Donc en fait, tu dois dire je respecte l'adversaire. Et en fait, durant le match, Brian Pillman, il regarde droit dans les yeux en prenant le micro Kevin Sullivan, il fait I respect you, Booker Man. Donc il balance à la télé comme quoi Sullivan c'est le Booker. Ouais. Donc il casse le kayfabe et derrière il quitte la compagnie. D'accord. Bon, le Dungeon of Doom, ça y est, c'est bon, on n'aura plus jamais besoin d'en parler. On a déjà parlé, je voulais dire 2-3 trucs qui est un peu marquant avec le dernier truc, c'est plus pour Sullivan que le donjon en général. Il y a son énorme rivalité face à Chris Benoit. Justement, comme Brian Pillman est parti, Chris Benoit fait partie des Four Horsemen, il rentre en rivalité avec Kevin Sullivan. Chris Benoit, on parle pas de l'homme, hein, surtout que je vais devoir... On l'a déjà dit des dizaines de fois dans cette émission. Un peu sale. On ne parle pas de l'homme, on parle du catcheur. Un truc un peu sale, je vais raconter juste cette storyline si ça te dérange pas, parce que je la trouve vraiment sympa. C'est ton émission. Voilà. On va déjà juste parler des matchs. Je vous conseille d'aller les voir, parce que Chris Benoit, niveau Warcraft, on sait, c'est lui et Kurt Angle qui sont dans le haut du panier. Très très haut dans le haut du panier. Sullivan, c'est pas trop le cas. Mais par contre, il y a un truc très marrant avec Sullivan, c'est que lui, le selling, il s'en bat les couilles. Il vend pas. D'accord, Sullivan était d'accord. À Sullivan, les coups de poing, il les vend jamais. On lui met des bains dans la tête et à Timmy, il a pas envie de les vendre. Voilà, c'est aussi un gros badass en fait. Donc je vous conseille de regarder les matchs Chris Benoit-Sullivan parce qu'entre la machine de catch ultra intense face au bourrin qui veut pas vendre, ça donne des matchs quand même où c'est deux sauvages quoi. Par contre, je pense qu'en passant en rentrant au vestiaire, je pense que Sullivan, quand même, il doit avoir quelques bleus. Ah oui, parce que Chris Benoit, il tapait fort aussi. Il tapait fort. Et le truc marquant de cette storyline, c'est qu'en fait, Sullivan a eu une idée. C'est que Chris Benoit, en fait, il tourne autour de sa femme. Donc, Nancy Sullivan, qui se faisait appeler Nancy Woman. Et en fait, il a tellement poussé loin, parce que Sullivan, c'est quand même il vient du old school. Hein. Il voulait qu'il joue le vrai. Il voulait qu'il joue le vrai. Lui, le kéfé, pour lui, c'est très important. Qu'ils arrivent ensemble il laissait sa femme avec Chris Benoit venir ensemble dans les avions, de dormir ensemble dans les hôtels. Vraiment, tout pour rendre le truc le plus réaliste possible. Sauf que la réalité a rejoint la fiction. En fait, Nancy et Chris Benoit sont tombés amoureux. Et trahison. Et ça a amené beaucoup de problèmes. Bah ça oui, parce que c'est cette Nancy Woman qui est dans l'histoire Chris Benoit quoi. Exact. Donc je suis très content qu'on ait enfin parlé du donjon. C'est bien. Là, je pense qu'on a été exhaustif. Là voilà, c'est parfait. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on continue à parler vers une autre équipe? Est-ce que tu peux faire un catcheur?
Comme tu veux. Eh ben écoute, moi, alors vraiment, ça va être un pot pourri, les amis, hein. C'est vraiment, vous mettez les écouteurs, vous lancez votre partie de W2K25 ou de ce que vous avez envie, et vous nous écoutez parler de catch, de la WCW, mais un peu dans tous les sens. Yes. Moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu du duo de commentateurs de la WCW, parce qu'on en a pas trop parlé dans notre émission. Duo, ça a même été des trios. Pas Alors vraiment. moi, j'en ai mis deux que je veux que tu en parles, c'est Bobby Eman Bobby Heenan, oui. et Mongo McMichael. Ok. Parce que Mongo, je sais qu'après, il a catché. On peut parler un peu du troisième parce qu'il est mythique et qu'il est encore là aujourd'hui. Vas-y. Qui est Tony Schiavone. Ben voilà, alors je te propose je refais ma question. Je te propose qu'on parle du trio de commentateurs de la WCW. Bah, on va commencer par Bobby Heenan. Je crois que j'en avais un tout petit peu parlé dans une vidéo. C'est quand tu me disais quand on a parlé de Paul Heyman, si c'était le plus grand manager de tous les temps. Et je t'avais dit non. Pour moi, le plus grand manager de tous les temps, c'est Bobby the Brain Heenan. Donc lui, on va dire quand on regarde l'historique, c'est lui le plus gros adversaire de Hulk Hogan. Déjà. À l'époque de la Hogan Era, c'était lui qui manageait tous les adversaires de Hogan. C'est lui qui, alors c'était le plus grand, voilà, c'est lui qui ramenait les mecs. C'est lui qui ramenait les mecs, qui les protégeait. La Heenan Family dans les années 80, durant la Hogan Era, c'est exceptionnel. Ça a développé tellement de bons catcheurs, pas forcément de bons, mais ils savaient les mettre en avant. Et c'est aussi l'autre truc ultra marquant de Bobby Heenan, c'est quand même lui qui a fait tourner André le Géant. Donc l'un qui est considéré comme l'un des plus grands main events de tous les temps à WrestleMania. Je vais te poser une question après. C'est grâce à Bobby the Brain Heenan qui a réussi à retourner André. Est-ce que aussi le moment où, parce qu'il y a un moment où André face turn sur lui, Oui, non oui, c'est pas aussi un des plus grands moments de l'histoire du catch pour le public. Heureux de pouvoir de nouveau applaudir André, voilà, c'est ça, ce que je vais te demander. Il a managé vraiment beaucoup de personnes, tu vois. Parce qu'après, il y avait eu la $1 million Corporation, c'était DiBiase qui avait recruté pas mal de mecs. Mais la Heenan Family, il y avait les... Je peux même pas citer, je vais pas tout citer parce que je les ai pas tous en tête. Mais déjà, d'avoir André le Géant. Et l'autre truc ultra marquant, c'est lui le manager de Ric Flair. À l'arrivée en 92. Oui, à la WWE, quand Voilà, il vient au Rumble, enfin avant le Rumble. C'est ça, donc ça aussi c'est ultra marquant, quoi. Et là, dans son cursus WCW, post-WWE, parce qu'il se fait virer au premier rang, je crois. Oui, Il est que commentateur à la WCW. il a été que commentateur, c'est ça. Il n'a pas été intégré dans les storylines, ou des storylines, on va dire, en tant que commentateur, mais pas directement manager. Ok. Il a toujours été commentateur, c'est l'embauché pour ça, Bischoff, parce qu'il est ultra éloquent. Il est bon au commentaire. Puis c'était un nom. Et c'est un nom, c'est ça, c'est un nom marquant, et en plus, et légende. Il y a une petite anecdote marrante, parce qu'on en a parlé juste avant de Brian Pillman. Je savais que t'allais le dire. C'est que Bobby avait eu une opération à la nuque, ouais. À la nuque, et c'est aussi pour ça qu'il voulait pas être intégré physiquement aussi dans le ring. Et il se faisait peut-être vieux aussi. Il se faisait, bah oui, il était déjà bien âgé. Donc il avait quand même peur des fois de prendre des coups, des choses comme ça. Et notre ami Brian Pillman, sa limite du loose cannon, c'est d'être imprévisible, d'être complètement fou. Et lors d'un match de Brian Pillman, il va à l'extérieur du ring, il fait le fou comme d'habitude, on sait pas ce qu'il faisait. C'était Bischoff lui avait dit, il y a que toi et moi qui sommes au courant de ce que tu vas faire, en général. Tout le reste, tu fais ce que tu veux. Et les autres ne doivent pas le savoir. Donc en fait, beaucoup de workers pensaient que Brian Pillman commençait vraiment à devenir fou. Donc que ce soit dans les hôtels, il changeait de personnalité en tous les 2 secondes et tout, c'était vraiment poussé jusqu'au bout. Et en fait, il va derrière Bobby, et en fait, il commence un peu à le caresser, à un peu le faire chier, et au bout d'un moment, il l'attrape. Alors, à le caresser doucement, hein, mais ça y Non, a pas, oui. Pas le caresser de manière sensuelle. Oui, il lui passe la main dans le cou, je crois, un truc comme ça. Il met les mains un peu sur les trapèzes, ce qui a fait que Bobby lâche un énorme fuck à la télé américaine. Parce qu'il s'est chié dessus. Il pensait que l'autre allait lui faire mal sans... Ouais, c'est ça, sans raison. Donc vraiment, tout le monde était worké par Brian Pillman à l'époque. Donc même les commentateurs. Le deuxième, on passe à Tony. On passe à Tony Schiavone, parce que c'est celui qui est resté jusqu'à la fin. Donc maintenant, pendant un moment, il était un peu oublié. Maintenant, tout le monde le connaît parce que c'est le commentateur principal de la AEW. Donc Tony Khan, quand il a créé la AEW, il a récupéré beaucoup de noms de la WCW, vu qu'on était sur une chaîne WCW. On est sur une chaîne WCW. C'est le même réseau, ouais, oui, c'est TNT. Donc, et en fait, c'est un très bon commentateur. Lui, de base, il vient pas du tout du monde du catch. Il vient de Starbucks. Il était manager chez Starbucks. Donc la WCW, ils aimaient bien les managers des chaînes... Parce qu'ils avaient pris le manager de Pizza. Ouais, de Pizza Hut. Ouais. Et en fait, le mec, il a vite trouvé son... Comment dire? Vite trouvé son personnage, sa voix. J'adore sa voix. Donc, franchement, c'est un de mes commentateurs que j'aime beaucoup. Pertinent et pas tout un monde dans les commentaires, parce que comme il vient pas du monde du catch, il est pas ultra connaisseur,
mais c'est un très bon commentateur principal. S'il a un très bon color commentateur qui va parler de catch à côté de lui, ça fait une super chimie. En fait. Un peu comme nous. Un peu comme nous, ouais. Et il est assez charismatique aussi, je trouve. Surtout vieux. Vraiment, la W, avec sa petite boucle d'oreille, ses cheveux longs, avec son petit bouc, je trouve qu'il a quelque chose. Et il est resté durant toute la période WCW, lui, c'était toujours le commentateur qui ne changeait pas, en fait. Et il a eu 2-3 déboires, là, parce qu'à la ECW, il aurait voulu être président. Donc, du coup, Bischoff est passé avant lui. À la WCW, t'as dit à la ECW. Ah, pardon, à la WCW, Bischoff est passé avant lui, alors qu'il voulait le poste. Il voulait le poste aussi quand il y a eu Rousseau. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui voulait vraiment s'impliquer totalement dans le monde du catch. Il a jamais eu de poste à responsabilité. Il a été que commentateur. Et après, comme je dis, à la WWE, pareil, il est commentateur. Bon, c'est un beau parcours quand même C'est pour un un mec beau qui n'était parcours, pas issu du catch. surtout de revenir dans le monde du catch sur un air tardif, quand même. Oui. Parce que entre 2001 et 2019, Et il est peut-être content qu'on lui propose quelque chose. ouais, on l'avait pas vu, quoi. Et à la EW, comme je dis, il est très pertinent en tant que commentateur, je trouve. Et même il est intervieweur aussi. Et il a une bonne chimie avec certains catcheurs ou catcheuses. Surtout, par exemple, la femme d'Adam Cole, Britt Baker, qui est l'une des stars féminines de la EW. Ils ont une chimie vraiment incroyable avec. Où elle joue comme quoi c'est son amie, alors que c'est une grosse île. C'est un peu sympa. Enfin, on va dire la chimie entre les deux est cool, quoi. Donc Super. à chaque fois qu'Adam Cole le voit, il le met plus bactère en disant arrête de t'approcher de ma meuf, quoi. Et sinon, je vais te péter les dents. Ce qui est normal. C'est un peu marrant, ouais. On passe au troisième, Mongo. Mongo, ouais. Donc Parce que Mongo, Mongo, c'est déjà paix à son âme parce qu'il nous a quittés il y a pas il y a très pas longtemps. longtemps. Donc Mongo McMichael, lui, il vient du football américain. Ouais. C'est Star du légende du football américain. et une des plus grosses stars ever. Ouais, Pro Bowl. Je dis, c'est l'équivalent du Hall of Fame, je crois, du football américain. Oui, c'est ça. Il fait partie Je veux pas dire de bêtises, mais Mais c'est voilà. un des premiers noms. Oui. Il me semble, c'est un des premiers noms intronisés là-haut, quoi. Donc c'est vraiment un nom aux États-Unis. C'est une superstar. Il faut bien se rendre compte, alors je vais peut-être dire une connerie, mais je vais quand même le dire, que à cette époque-là, faire partie du gratin, mais du haut du gratin du football américain, ça t'ouvrait une après-carrière qui pouvait être très sympathique. Moi, il y a un mec qui me vient à l'esprit, c'est l'acteur qui a joué dans les Police Academy. Oui, Le grand, tout balèze, oui. Hightower, je crois, qui a joué dans La Vie de famille, qui a fait plein de films, qui est aussi issu du football américain et je crois du Pro Bowl, qui a eu le Pro Bowl. Ah bah voilà. Donc, Je ouais, dirais pas, alors là, je mets pas ma main à couper, mais à cette époque-là, début des années fin des années 80, 90, ça Ça t'ouvrait t'ouvrait vraiment toutes les une perspective de fou. Bah, Lawrence Taylor aussi. Oui, mais- Voilà, qui Qui, a, en plus, qui a fait le main event de WrestleMania 11. et quoi. qui a délivré. Et qui a malgré en plus. Donc, de toute façon, il y a toujours eu des liens entre les footballeurs américains et le catch. Le sport et le catch. Le sport et le catch, mais les footballeurs américains par rapport à leur physique. Donc, c'est souvent des mecs qu'on a envie d'avoir dans un roster, quoi. Si les mecs prennent ça au sérieux, qui s'entraînent bien, tout ça. Et donc, Mongo, c'est une personnalité complètement décalée. Il est à l'ouest. Mais à l'ouest dans le bon sens. Moi, j'adore écouter du Mongo parce qu'il est complètement fou. Avec, comme tu en avais déjà parlé avec son petit chien, là, Le Chihuahua, ouais. un chihuahua. Qui déguisait à chaque show. À chaque nitro, le Chihuahua était déguisé à autre chose. Déguisé à un truc, voilà, c'est ça. Au commentaire, il est pas pertinent sur le catch, mais par contre, il est fascinant à écouter parce qu'il est très drôle. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment ça, en fait. C'est un personnage. C'est un personnage. Après, il a commencé à catcher. Et comme c'est une méga superstar, il a fait partie de la dernière incarnation des Four Horsemen, quand même. Est-ce qu'ils ont eu raison de le faire catcher? Pour moi, oui. Parce Ouais. que c'était un nom, il fallait y aller. Ouais, pour moi, il fallait totalement capitaliser là-dessus, sur lui. Donc pour moi, ça me gêne pas. Surtout qu'en fait, comme il a été commentateur et qu'en fait, c'était un mec, ok, il faisait partie du monde du sport superstar, mais il était là toutes les semaines. Donc du coup, les fans s'attachaient à lui, ils le voyaient tout le temps. C'est pas quelqu'un qui est un part-timer sportif qui vient faire un match de temps en temps pour faire de la merde. C'est pas le cas. Mongo était là tout le temps. Après, dans le ring, c'est pas un grand catcheur. Mais il y a des matchs que je vous conseille à regarder justement parce que c'est à l'ouest complet. C'est lunaire, quoi. Tiens, je vais le citer moi. Je vous conseille d'aller voir Mongo face à Goldberg. Ah non, mais t'as pas le droit. Je vous conseille ce match parce que on a l'impression, je sais pas ce qu'on regarde en fait. Parce qu'il y en a un, il comprend pas les règles, entre guillemets, et il y en a un, il est trop green, donc du coup, il peut pas gérer le match. Donc du coup, ça donne des incompréhensions. C'est un peu c'est du botchamania, hein, mais c'est très drôle. Mais il est marquant, Mongo. Bah après, je sais que je voulais qu'on en parle aussi un petit peu. Je suis content que t'en dises des bons termes parce qu'il se fait souvent vilipender pour son apport.
il a apporté plus que ce qu'on veut bien dire. Bah, on va dire, pour le pognon et le machin, forcément, ça apporte, quoi. Ok. Je te propose qu'on fasse un petit dernier catcheur et après on prend notre première pause. Ça me va. Alors, je choisis The Glacier. Parce qu'il a quand même un truc autour de lui où les gens s'en souviennent encore aujourd'hui. Bah, c'est un peu par nos maîtres, en fait, qui ont réussi à créer on va dire, une gimmick autour du glacier, en France. Donc, du coup, ça fait marrer ceux qui connaissent FHCA. C'est de la merde. C'est bon, on peut prendre la pause. Ouais, c'est limite ça. En fait, c'est un mec, par contre, qui est encore rodagent aujourd'hui à la EW. Donc, c'est quand même quelqu'un qui reste dans le monde du catch durant toute sa carrière. Donc, souvent rodagent, souvent backstage, souvent jobber. Les rodagents, les amis, c'est ceux qui aident à la préparation du match, c'est À ça? la préparation des matchs, ouais, c'est ça. Qui bossent avec les scénaristes pour donner des bons matchs. Et c'est souvent eux qui bookent comment le match est fait. Par exemple, un rodagent qui va vous parler un petit peu si vous êtes de la nouvelle période à la WWE, c'est Bobby Roode. Voilà, c'est ça. Et ben notre ami le Glacier, j'ai plus son nom, excusez-moi, par contre j'ai pas son nom complet. Sub-Zero. C'est Sub-Zero de Mortal Kombat. C'est tout. En fait, c'est encore des idées de Bischoff. Alors pourtant on était déjà dans les réels, hein. C'est ça qui est bizarre. Hein. C'est que des fois il y avait des personnages qui arrivaient. Je sais pas si c'était pour faire de la pub ou des machins comme ça. Et donc du coup on le grime en Sub-Zero de Mortal Kombat. C'est tout. Mais Et il y a rien d'autre. Ce mec-là n'a aucune storyline. Hein. Il apparaît dans des shows, il fait des matchs de jobber, des trucs comme ça, mais aucune storyline. Il y a rien à dire. si t'es été booker, Oui. t'as des millions, tu dois booker un mec. Tu bookes le Glacier ou le Yété? Ah punaise. Avec lequel tu pourrais faire le plus de pognon? Pour moi, c'est le Glacier parce que tu peux essayer de voir avec. Bah, je pense le Glacier en vraiment poussant au maximum cette gimmick de Mortal Kombat. Non, tu te fais payer par la société de Mortal Kombat Bah c'est ça. pour faire une pub. On est vraiment des boomers parce que j'allais dire par Midway, mais c'est plus Midway. J'allais dire Midway aussi. Netherlim Studio. J'allais dire Midway. Voilà, donc je pense que je leur enverrai des mails en disant bah, je vais faire catcher Sub-Zero, les gars, on peut faire un partenariat quoi. Alors que l'IET quand même. Donc le Yété aussi, je t'avais dit, on peut revenir un tout petit peu sur Tony Schiavone, on l'appelle le Yété parce que Schiavone le prononçait comme ça. Bon, c'est Yeti. Mais Clairement, c'est une momie. normalement, c'est un Yeti. Et en fait, c'est une momie qui sort de la glace. Oui, voilà, c'est ça. C'est une momie qui. Oui, voilà, c'est ça. Et ce mec-là, derrière, est devenu un géant ninja. Ah, tu m'avais Avant dit même ça. Homos. Tu m'avais dit ça. Avant même Homos, les amis. Hein, il y avait déjà eu un Super Warrior Ninja. Hein. Putain. Ah, la WCW, quand même, quand j'ai repris les noms pour faire l'émission, je me dis, il y a quand même des trucs. Ah, il y a des perles. Hein. C'est des trucs de fou et on n'a pas encore tout dit. Parce qu'on va revenir sur un peu plus serious business en termes de catcheur. Quand on va parler, par exemple, de l'équipe, Phil, comment? Filthy Animal. Ça, c'est déjà un peu mieux en termes de catch. Oui. On va aussi parler je vous dis pas tout. On s'en revient après la pause. Voilà, on reprend. Mais ça y est, la cigarette a été bonne. Comme d'habitude. C'est parti. On reprend avec un premier nom, mais celui-là, il est pour moi. C'est Riz. Ah, Comme ça, je vais le dire tout de suite. Riz, c'est celui qui se prend le jackhammer par Goldberg lors du match face à Raven. Il touche le haut de l'arène. de l'arène, Tellement il est grand. tellement il est immense. Voilà, c'est fait pour Riz. Et j'aurais dit Goldberg. Voilà, ça va mieux là, je me sentais pas bien là. J'aime pas quand tu le dis avant moi. Maintenant, je te propose qu'on prenne. Alors, on a pris un petit peu de temps pour parler du Dojo of Doom. On a parlé un petit peu des commentateurs. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on enquille avec Vampiro parce que t'as pas mal de choses à dire sur lui et ça englobe pas mal de choses. C'est ça. Et aussi, ça me permet de faire un petit erratum parce que dans notre dernier pot pourri, j'ai parlé de Vampiro sur une question qu'il m'avait posée, que c'est un catcheur qui m'avait marqué et que j'aurais bien vu qu'il aurait marché à la WWE. Et en fait, j'ai dit comme quoi c'était un catcheur mexicain. Je me suis trompé, je me suis mal exprimé. C'est juste qu'il a une énorme carrière au Mexique, à la CMLL, de 91 à 96. Mais c'est un catcheur canadien. Mais il avait un personnage qui collait À l'archétype du catcheur mexicain. Voilà, la lucha libre. Et il a une grosse période WCW. Compartimente, hein, n'hésite pas. Je sais que t'as beaucoup de choses à dire, donc vraiment, vas-y, Oui. fais-toi plaisir. Hein. Donc oui, à la WCW, il arrive, il me semble, un peu avant Rousseau, mais il va être beaucoup booké sur la Rousseau. Et il va être englobé avec pas mal de stars et des trucs qui ont été marquants. Donc dans ses débuts, il va vite être en équipe avec Sting. Donc les deux mecs pâturlurés vont être ensemble. Je sais pas si tu l'as dit, Vampiro, qu'il était pâturé. Il avait le pâture blanche et noir, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a mis avec lui. Avec Sting, donc du coup c'était deux mecs en blanc et noir, quoi.
Et derrière, il va faire partie d'un clan qui est assez marquant parce qu'il y a des gens très connus dedans. C'est le Dark Carnival, où il va être la première mouture du clan, c'est Vampiro, Raven. Donc en fait, il va récupérer le nest de Raven, il va être associé à lui. Et les Insane Clone Posse. Donc si vous connaissez un peu le monde du hip-hop. Fin des années 90, c'est un groupe de hip-hop très marquant aux États-Unis. Vraiment très marquant aux États-Unis, qui font une musique que t'aimes bien. J'adore Homies, mais j'aime bien même, j'ai déjà écouté, je me pense même que plus jeune, j'avais un ou deux albums que j'avais dû télécharger illégalement sur Internet. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien ce qu'ils font. De temps en temps, je me réécoute une chanson. Bon, c'est vraiment le hip-hop des années, fin des années 90, hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est assez marquant parce qu'ils avaient réussi à les recruter. Ils ont toujours tourné autour du monde du catch, hein. Ils avaient commencé à catcher bien avant. Mais entre leur carrière de star du rap, ils étaient à la WCW. Faut dire qu'ils sont toujours actifs aujourd'hui en tant que groupe, enfin que duo de hip-hop. Ah oui, ils font encore de la musique. Formés en 89, ils sont toujours. Donc voilà, c'était bien. La WCW aimait bien justement faire venir des personnes du monde de la musique comme la WWE l'a fait. Oui. Mais je trouve que La WWE, ils allaient plus loin. la musique c'était plus loin. Ouais. Parce que il y a eu eux, mais il y a eu aussi, tu vas certainement en parler, le Demon Kiss. Le démon de Kiss, oui, c'est relié à cette storyline là, parce qu'il va faire partie aussi de ce groupe-là, du Dark Carnival, en étant aussi un peu un des bras armés de Vampiro, jusqu'à ce qu'ils se trahissent, je sais plus comment, et ça va donner un des matchs horribles. Moi j'allais dire what the fuck. What the fuck, et c'est surtout en fait dans la salle où ça s'est passé surtout. Ah bah ça tu le dis. Je l'ai dit. Vas-y, tu peux y aller, Donc, tu l'as en déjà fait, dit il y a dans une eu émission. le Human Torch Match. Donc en fait le but c'est d'enflammer son adversaire. Génial. Et en fait c'est un triple threat entre les trois mecs pâturlurés. Vampiro, Sting et le Demon Kiss. C'est ça. Quand la WCW fait venir Kiss, enfin le Demon Kiss et Kiss sont déjà un petit peu has-been, hein. Complètement has-been. Je voulais pas le dire à ce Complètement point-là. has-been. Moi je l'avais dit quand j'étais petit, ces mecs-là me fascinaient moi. Parce que quand j'ai 8 ans, je vois comme ça s'appelle 8-9 ans, je vois les mecs pâturlurés un peu en dark. J'avais vu le film The Crow en étant tout petit. Donc forcément, Justin j'adorais. De voir Vampiro, je me dis waouh, ça en est un peu différent. Et le Demon Kiss, j'aimais vraiment beaucoup. Alors que, in-ringment parlant, il était à chier. Le mec était sous la pâture. Et dans ce match-là, le but c'est d'enflammer son adversaire. Et en fait, c'est Vampiro, non c'est Sting qui se fait enflammer et qui se fait passer de 20 mètres par terre, quoi. Enflammé dans la salle. Une chute. Dans la salle où Owen Hart est mort, on était tombé du haut. Toujours du bon goût à la WCW. Voilà, il était déjà là, Bret Hart. oui. Je pense que dans le vestiaire, il a dû péter un câble. Ouais, c'est fort possible, ouais. Mais après, ils en ont refait encore pire quand il était plus là, hein, donc, Ça c'est la WCW. parce que la chute de Canyon du haut de la gigantesque cage sous la Rousseau directement par terre, c'est pas On va y venir à Canyon. Ouais, On va y venir. Termine ce que tu disais avec. mais c'est quelqu'un qui m'a marqué, qui a continué à avoir une carrière un peu longue au Mexique et à la TNA. Vampiro, en fait, c'est vraiment un visage marquant du catch. Lui, j'ai pas de souvenir à la WWE, c'est normal. C'est normal, il est jamais passé. D'accord, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il aurait. Ou il est peut-être passé un tout petit peu sous une autre gimmick ou machin, mais c'est vraiment pas marquant. J'ai plus ou moins fait le tour de ce que je voulais. Moi, je me rappelais de lui avec le Human Torch Match que t'as dit. Je pense que gamin, plus jeune, si je l'ai pas vu complet, j'ai vu des extraits. Sur RTL 9, ça me parle. En tout cas, Vampiro, ça me parle parce que j'aimais beaucoup. Il est passé sur RTL 9 quand il diffusait le WCW, c'est sûr. Parce que Donc c'est pour ça qu'il me parle. Ensuite, tu voulais parler un petit peu d'une équipe parce que tu as dit qu'il a été c'est Vampiro qui a été un peu en rivalité avec Canyon et que ça a donné une équipe. Non, c'est pas ça que tu m'as dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alors dis-moi, tu veux peut-être qu'on parte sur les Misfits in Action ou On peut parler des Misfits in Action si tu ou veux. les fils ou les animaux crasseux? Ouais. Donc, J'arriverai pas à le dire. voilà. Parce que les Nico, Misfits- ouais. j'arriverai pas à le dire. Donc les films, si, animal. Mais on va peut-être, Misfits in Action, ça ira très vite. Parce qu'en fait, il y a qu'un seul bon catcheur qui est sorti de ce truc. Donc là, c'est quoi? C'est un clan, c'est une équipe? C'est un clan. Le but, les amis, c'est vraiment qu'on soit sur un pot pourri total, hein. Mm. Qu'on parte dans tous les sens, hein. C'est vraiment ce que je veux pour cette émission. Donc c'est un clan parce qu'en fait, durant l'ère Rousseau et après qu'ils partent, donc on va dire après 2000, donc avant la fin en fait, entre l'année 2000-2001, au départ de Rousseau, il y avait pas mal de jeunes qui ont été pushés mine de rien. Et ça donnait des matchs vraiment sympas. Et en fait, il y avait plusieurs clans. Donc les Misfits in Action, c'en était un.
Le truc qu'on se souvient, c'est que le leader, il fait partie d'un des plus gros connards de l'histoire du catch. C'est Humorus. Humorus qui a eu. Alors moi, je vais pouvoir refaire un clin d'œil. Humorus, je le connais pour deux choses. C'est la première personne à avoir perdu dans la streak de Goldberg. Exact. Et il a fait des petites saloperies pas très très bien quand il était entraîneur à NXT. Exact, c'est ça. Au Performance Center. Et en fait, lui, c'est un des rares mecs qui a réussi à aller partout. Il a fait... Humorus, tu parles, hein? Ouais, Humorus, il a fait c'est Bill DeMott de son... Ouais, Bill DeMott, voilà, ouais. de Bill DeMott. Il a été à la WWE, WCW, ECW. Il a tout fait. C'est un des rares, toujours en mid-card, low-card même. C'est quelqu'un qui est moyen en plus dans le ring. Il a pas spécialement beaucoup de charisme. C'est un peu un gros bonhomme, quoi. Et le truc qu'on retient dans les Misfits in Action, vu que c'était le leader, c'est son nom. Je l'avais déjà dit, c'est General Erection. C'est nul. C'est nul. Voilà, blague de merde, quoi. Hein, c'est blague de beauf. Ah, mais cette phrase de dire que le plus grand fait de la carrière de Humorus est d'avoir perdu le premier match De Goldberg. le premier match de Goldberg, elle est pas de moi, elle est de Christophe Ajus. Oui, c'est C'est dans ça. son DVD qu'il le dit. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ce qui sort bien, le seul truc qui sort bien de ce clan-là, c'est en fait, ils sont tous habillés un peu en militaire. Bah, forcément, le général Erection, là. Ils sont tous habillés en militaire. Le seul bon catcheur et qui a eu une carrière quand même un peu marquante dans ce truc-là, c'est Chavo Guerrero. Ce qui est honnête. Ce qui est pas mal du tout. Et Humorus, derrière, il a été aussi l'un des valets dans la Team Canada dirigée par Lance Storm. Parce que Lance Storm a un énorme push à la fin de la WCW où il est champion de 3 titres, des 3 titres mineurs de la WCW. Et en fait, il a plusieurs, il a Humorus et il a, comment il s'appelle, Axel Jim Duggan. Axel Jim Duggan en tant que Valet, valet, alors que c'est deux gros Américains mais qui ont été retournés par le Canadien. D'ailleurs, il me semble que Lance Storm, quand il vient à la WWE, à un moment, il garde un petit peu aussi cette gimmick-là. Ah bah oui, c'est oui, lui toujours, qui oui. dit maintenant, fermez-la pour l'hymne national canadien. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, toutes les semaines, à Nitro, il prenait le micro, il disait taisez-vous, on va une minute de séance pour la musique canadienne. C'était quand même très divertissant pour le coup, et surtout que Lance Storm en ring, il envoie du bois. Ah, c'est un bon catcheur. Voilà, c'est Moi, j'adore quand même la rivalité avec Lance Storm. Enfin, passer par une rivalité, mais avec Stone Cold. Lance Storm est dans le ring et l'intervention de Stone Cold où il arrête pas de chanter boring. Et qu'après derrière, il y a la séance d'interrogatoire. Alors bon, j'ai bien aimé aussi. Ensuite, on peut passer sur les 50 Animals si tu veux. Les animaux crasseux. Les animaux crasseux, ça, par contre, c'est assez marquant parce que dedans, il y a des gros noms. Et dans les gros noms, c'est que le leader, c'est notre ami Conan. Je vais pas en parler tout de suite parce que je pense que tu l'as mis dans la liste, Conan. Alors Conan, j'ai mis dans la liste, oui, puis en plus, il a quand même une place importante, je crois, à la WCW. Oui. Puis après, il est à l'invasion. Il fait des choses magnifiques, où la WWE s'en sert magnifiquement bien, hein, on est d'accord? Je Parce crois qu'il qu'il est à l'invasion, Conan. Bah, c'est pas... moi je confonds avec Canyon. Excuse-moi, j'ai confondu avec Moi, Canyon. je parle de Conan. Moi. Alors Conan, j'ai pas mis. J'ai mis Chris Canyon. Conan, pardon. j'ai beaucoup de choses à dire sur Conan, mais Si, je l'ai mis. Tant pour moi. Et l'autre nom marquant des Fitzy Animal, c'est Rey Mysterio. D'accord. Voilà. Rey Mysterio, qu'on va en parler aussi. Qui est démasqué dans ce clan. Bah alors, si tu veux, alors là, si tu veux, on peut parler de, parce que moi je l'ai noté, Rey Mysterio, mais sans son masque, pour que tu expliques un peu ça consistait en quoi. Oui. Si tu veux, on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Vas-y, on commence par Rey Mysterio, je finirai sur Conan. Comme ça. Rey Mysterio sans son masque. Sans son masque. Donc Rey Mysterio, quand il commence à WCW, il est masqué, c'est un des luchadors les plus, on va dire, le plus en vue. Il était encore très jeune, mais il est reconnu comme l'un des plus exceptionnels luchadors à FLR. Même Polyman l'avait pris aussi pour faire des matchs. Là, tu parles de qualité in-ring. Hein. Qualité in ring. Et même de ce qu'il dégageait. Parce que Mysterio, son masque, c'est très important. Avec le point d'interrogation, tout ça. Tu avais dit que d'ailleurs, le point d'interrogation, il avait plus le droit à un moment Il de a plus le droit de Ouais, c'est ça. porter. Parce qu'il avait perdu. Parce qu'on lui a fait enlever le masque. Oui, voilà, c'est ça. Et dans une rivalité où je sais plus du tout, il perd son masque. La WCW se dit, on va lui enlever le masque. Pourquoi? Parce que c'est sa marque de fabrique, pour le coup. Donc c'est ce qui a apporté de l'argent. Ça lui pète le charisme, hein, quand même. Ça pète, donc du coup on va, parce que voilà, et ils vont s'en servir en tant qu'un peu job guy, mid-carder, parce qu'il fait la moitié de tous les autres. Moi ce qui me marquait, c'est que ses cheveux partaient en corne de diable. Ouais, le devant. Ouais, il avait des petites cornes de diable, donc ça m'avait un peu marqué. Il venait avec une musique de rap, et en fait, dans ce clan de Conan, là, c'était un peu, c'est les latinos clichés que vous voyez dans GTA.
voilà, de, tu sais, les clans. Ouais, le pantalon au niveau, le baggy, Ouais, le baggy, le bandana, des salopettes, machin, vraiment le gang de Chicanos un peu bandit, quoi. C'est ça, en fait, ce clan-là. Et Rey Mysterio est utilisé beaucoup comme ça. Crime Time n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Et Mysterio, il a eu une grosse rivalité face à Kevin Nash en étant comme ça démasqué. C'est celle-là que Kevin Nash dit, moi je suis d'accord de perdre contre Rey Mysterio, ça va rien apporter à Rey Mysterio, mais moi je peux le faire. Ouais, je peux te jobber, ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, c'était à ce moment-là. Dans les Fifty Animals, il y a un autre nom marquant, et du coup, ça a fait une énorme équipe entre les deux. C'est Billy Kidman, aussi, visage marquant. Celui qui faisait les Shooting Star Press, l'un des premiers qui les a popularisés à la télé, qui l'a raté une fois sur deux aussi. Mais qui est un très bon high flyer et un très bon catcher. Et en fait, ils ont une grosse équipe, Mysterio et lui. Parce qu'en fait, c'est quand Billy Kidman a quitté le flock de Raven, parce que Billy Kidman, de base, c'était le héros nomade, ouais. de l'équipe. Et quand il a Il se grattait partout. voilà, quand il est passé face, il a rejoint l'équipe de Conan et en gros partenaire de Rey Mysterio. C'est génial pour soigner les gens de la drogue. Tu passes face, pouf, t'es plus. C'est beau, hein. C'est beau quand même. Et Billy Kidman est aussi sa visage marquant, le mec avec le jean, le short en jean et le débardeur blanc. Et lui, j'ai des souvenirs de lui à la WWE, c'est possible? C'est normal. Parce que lui, ça me parle, tu Il vois. était longtemps. Billy Et il a Kidman, même ça me fait parle. avec Mysterio aussi dedans. D'accord, ok. Donc c'était ensuite des animaux crasseux. Oui, c'est ça. Et ils sont quand même, on va dire que c'est des gros visages marquants du low card, quoi, Rey Mysterio. Low card, mid card, parce que sa grosse, on va dire son prime, c'est quand il était masqué face à Eddie Guerrero et tout ça. Hein. Faut pas Rey Mysterio. Hein. Rey Mysterio. Mais il avait quand même beaucoup de temps d'antenne quand il n'était pas masqué. Mais il n'y avait pas de raison de faire ça, en fait. C'est ça, on va dire, c'est le point d'ordre, c'est de pas le faire, quoi. Bah, d'ailleurs, tu vas le dire tout de suite. Tu vas le dire, je pense. Quand la WWE le réengage, la première chose qu'elle dit, On va vendre des masques. on le remet et on vend des masques. Bah, bien sûr. Ce qu'ils pensaient pas, c'est que 25 ans après, ils en vendront encore. Ils en vendent toujours. T'as vu qui est le meilleur vendeur actuellement à la WWE? C'est Ouais. pas un truc de fou. C'est notre ami Karrion Cross. C'est un truc de dingue. Hein. J'ai peur. J'ai peur qu'il rate le train, moi. Mais on verra. On verra. J'aimerais bien qu'ils en fassent quelque chose, quoi. Ouais. Surtout que le mec, il a le potentiel d'être un méga star aussi. Hein. Ouais, il a le facteur X. Il a le facteur X. Hein. Et sa femme, elle a le facteur de triple X. Ah, bah, si tu tapes Scarlett avec 3X, la sextape peut être sympa. Oh, on repart. Oh, merde, donc ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Bon, on reprend. Et on va parler de Conan. Donc Conan, il fait partie des, je pense, top 10 des Mexicains, des latinos, parce qu'il est cubain, des plus influents de l'histoire du catch. Ouais, donc c'était pas n'importe qui, Conan. C'est pas n'importe qui, parce qu'encore aujourd'hui, il a du poids dans le monde Du de catch libre. Ah ouais, de la lucha. Ouais, de la lucha, par rapport aux fédérations. Il était pas si MLN, il est plus triple A, qui vient de se faire racheter par la WWE, tu vois. Et donc, grosse carrière au Mexique, qui se fait recruter par la WCW. Juste avant, il a un petit passage WWF où il a un personnage horrible, où il joue Max Moon. Ça, le nom me parle. Il apparaît au tout premier Raw, face à Shawn Michaels. D'accord, ok. Tu sais, un vieux costume dégueulasse violet avec des tubes, genre un mec de l'espace qui ressemble à rien. Putain, ça me parle. Mais... Je pense que ça te parle. Je pense que si je te montre l'image, tu le vois. Et donc, ce mec-là, c'est un précurseur dans le monde du catch. Au niveau des prises, au niveau de tout ça. Pourtant, il a pas une ring fou. Mais, par rapport à ce qu'il a vu au Mexique et par rapport à ce qu'il a entraîné comme personne et tout ça, il a du poids. Surtout que l'un de ses entraîneurs, pour les grands fans de lucha libre, un de ses entraîneurs, c'est quand même Negro Casas. Qui est une des légendes aussi du Mexique. Du Mexique. Voilà, c'est un des high flyers, le mec a marché partout. Sauf aux États-Unis. Entre le Mexique et le Japon, le mec est un nom ultra connu, quoi. Si tu ne suis pas ça, tu peux pas le savoir, mais je te le dis, quoi. Et du coup, là, il faisait aussi partie, donc lui, il faisait aussi partie du groupe. C'est le leader du clan des Fifty Animals, mais avant, il a fait autre chose aussi. Parce que vraiment, lui, à la WCW, il a quand même été très très bien utilisé. À part certaines rivalités un peu poives, mais on va dire dans la globalité, lui, il a un vrai run, parce que c'est lui le leader du NWO Wolfpack. On disait toujours Kevin Nash, mais en fait, c'était lui le leader de l'ombre, un peu comme Bischoff était le leader de la Black and White, quoi. C'est Conan qui était le leader, on va dire, microphonique. Voilà, donc avec Lex Luger et Kevin Nash mis en avant, mais on va dire le cerveau, c'est Conan, en fait. Donc il a été beaucoup de fois champion des États-Unis, pas champion du monde, mais il a été champion des États-Unis plusieurs fois à la WCW. C'est quelqu'un qui a influencé beaucoup de catcheurs, que ce soit il a pris sur son aile Mysterio. Hein.
Rey Mysterio en est là aujourd'hui grâce à Conan. Beaucoup. Ouais, on oublie un petit peu toute l'importance qu'a pu avoir Conan à la WCW et même encore actuellement dans le monde du catch. Bah, pour te dire, parce que c'est des mecs qu'on voit maintenant à la WWE, donc toi, tu n'as pas suivi leur carrière. Il a été le manager très longtemps de Pentagon et de Rey Fenix. D'accord, oui, qui viennent d'arriver. Voilà, donc il a tourné dans toutes les fédérations aux États-Unis, que ce soit les petites que les grosses, parce que justement post WCW, il retourne au Mexique, mais il a été un visage marquant de la TNA, il a été un visage marquant de la MLW. C'est quelqu'un qui est tout le temps là. Il a apparu à la AEW aussi. Donc Conan, c'est un vrai nom. Ouais, même encore aujourd'hui, il est dans le monde du catch. Et allez, petite anecdote sympa. Bret Hart le remerciera toujours de lui avoir appris à faire le sharpshooter. Ah ouais, c'est lui qui... Donc c'est quand même marquant quand même. Hein. Ah, Bret Hart, il le faisait pas si bien que ça, le sharpshooter. Mmh. Non, je plaisante, c'est une blague. Bret Hart, ouais, c'est ce qui qualifie encore aujourd'hui Bret Hart. Ah bah c'est celui qui le porte le mieux. Hein. Oui, personne ne le porte. Natalia? Non. Non. Il y en a au Japon, le seul autre, mais le seul autre sharpshooter aussi haut dans la qualité, c'est une légende du catch japonais qui est le créateur en fait. Parce qu'on dit toujours que c'est Conan qui a inventé le sharpshooter. Non. Conan a appris à le faire à Bret Hart. L'inventeur du sharpshooter, c'est Riki Choshu, l'une des plus grandes légendes du catch de la New Japan, même du catch japonais en général. Et le vrai nom du sharpshooter, c'est le Sasori Gatame, qui est le Scorpion Death Lock. Pour ça que Sting appelle ça le Scorpion. J'ai jamais percuté que le Sting et que le Scorpion Deathlock et le Sharpshooter étaient la même prise. Oui, c'est la même prise. C'est pour te dire à quel niveau j'ai jamais fait attention. Voilà. Parce que pour moi, le Sharpshooter, c'est Bret Hart. Eh ben non, ben oui, mais c'est pas lui l'inventeur. Donc c'est un catcheur japonais, donc c'est le Sasori Gatame. D'accord. On continue? On continue. On enchaîne? J'aime bien, tu vois, de parler un peu de tous ces catcheurs-là, de tous ces noms. Parce que même moi, en faisant cette émission avec toi, j'apprends plein de trucs. Oui. Conan, pour moi, c'était le mec qui faisait le dessin animé avec l'épée. Je suis fatigué. Non, on peut passer à Buff Bagwell. Alors, avant que tu te lances, pourquoi j'ai mis Buff Bagwell? Parce qu'il a quand même une carrière ensuite à la WWE magnifique, hein. Vu qu'il se fait virer parce qu'il allait pas aux entraînements, je crois, c'est ça? C'est ça. Mais c'est parce qu'on se rend pas compte de ce que c'était Buff Bagwell sur la fin de la WCW. Oui. Et c'est pour ça que je veux que t'en parles. Alors Buff Bagwell, de base, c'est un face. Je sais plus le nom de son équipe. Il était en équipe avec quelqu'un. C'était pas un danseur? Non, pas un danseur. C'était plus on va dire un peu des machos américains, un peu. Ouais. Mais j'ai plus le nom, excusez-moi. J'ai quand même Parce que c'est pas marquant ça, mais ça va être très vite l'un des gros noms, mine de rien, un des gros noms de la NWO. Il va très vite trahir son partenaire, rejoindre la NWO, et il va avoir une équipe vraiment cool avec Scott Norton. Leur équipe, c'est... Pareil, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais le nom est un peu sympa. Donc en fait, c'est un bon bourrin de Bagwell. Tu veux que je jette un œil? Si tu peux essayer de regarder. Donc notre ami Buff, c'est un catcheur assez lambda, vraiment. Un beau physique par contre. Et sa gimmick en fait, c'est un peu le Puff Daddy blanc. Ouais, Puff. Ouais, voilà, c'est ça. Donc avec un gros chapeau. Mais ça y est, l'équipe avec Scott Norton, c'est Vicious and Delicious. Ouais, voilà, je vous avais dit que le nom était un peu sympa. Donc c'est là où vous avez un chapeau? Oui, lui, il a toujours eu son gros chapeau avec Buff dessus. Comme j'ai dit, c'est un beau physique. Il a quand même, il a un peu une tête marquante, mais par contre, en vrai, dans le ring, c'est catastrophique. Il est Green de chez Green ou il a jamais voulu progresser? Il a jamais voulu progresser. En fait, il s'est catché, mais il a jamais voulu progresser. Donc en fait, il est très, il est pas flamboyant, il est méthodique, il a une mauvaise hit. C'est pas un bon catcheur en vrai. Il se prenait pour Kevin Nash. Mais c'était pas Kevin Nash? Ouais, même pas, rien à voir. Non, quand tu dis il a jamais voulu performer, faire des trucs de fou dans le ring. Non, parce qu'il disait quand même ce qu'on lui disait, mais en fait, c'est un catcheur lambda moins, quoi. Mais il est quand même marquant parce que c'était un des noms. Il y avait les gros noms importants de la NWO, il y avait les mecs juste un peu en dessous, il fait partie des mecs juste un peu en dessous, quoi. Il y a un match que je ne vous conseille absolument pas d'aller voir avec lui. C'est Starrcade où Sting devient champion. Avec l'horreur, Starrcade 97. Il affronte Lex Luger. 20 minutes de rien. Littéralement 20 minutes de rien. C'est lui aussi qui a l'histoire dans le New Brood
Dans le nouveau sang, là, quand Ouais, ils dans le remettent New à Blood, zéro, ouais, dans le New Blood. où il dit carrément, on m'a dit de perdre 1, 2, 3. C'est exactement lui. Si tu veux, je peux faire cette anecdote. Bah, j'allais te demander. Donc, en fait, dans NWO, en fait, c'est, même s'il fait partie des mecs importants, en fait, il y a pas de rivalité, il y a rien, en fait. Il est là. Il fait partie des gens qui devaient perdre pour la NWO pour pas coucher lui, All lui, il en National. gagnait, en fait. Lui, c'était, du coup, lui, il était entre les deux. Donc, en fait, c'était le mec qui gagnait, mais qui perdait. Il faisait un peu des deux. Il perdait contre les grosses stars, il gagnait contre les stars moyennes. C'est ça. Et après, t'avais les jobbers à la Horace Hogan, Vincent. On va y venir. Et voilà, ok. Et en fait, il a une autre équipe un peu importante dans la NWO, c'est avec Scott Steiner. Parce que les deux, c'est deux gros muscleman. Donc, il avait quand même, comme j'ai dit, un très beau Non, physique. physiquement, il est Ah impressionnant. ouais, il est impressionnant. Et Buff, c'est un bœuf. voilà. Mais le pire, c'est que après, quand Rousseau arrive et qu'ils vont faire le New Blood, justement, quand la NWO va mourir et qu'ils vont faire le New Blood, lui, c'est un des préférés de Rousseau. C'est vraiment, il voulait en faire une méga star. C'est un peu genre dans sa tête, il voulait en faire une égérie. À tel point qu'il a quand même réussi à dire que Buff Bagwell était plus charismatique que The Rock. Hein. Ça se discute. Non. Non, ça se discute pas. Faut arrêter les conneries, évidemment. Et comme t'as dit, cette anecdote, c'est du Rousseau dans le texte à 100%. Ça veut dire, on prend les fans pour des cons, ils sont tous sur Internet alors qu'on est en 2000. Mais bref. Et il décide de faire un cassage de Kayfabe, mais stupide et vraiment, j'aurais regardé la télé à l'époque, que tu connaisses les dessous du catch, tu trouves ça con, et que tu sois un fan Mark Lambda, tu trouves ça con. Il est dans les vestiaires en train de discuter avec Disco Inferno, et qu'il regarde Disco, il fait, tu te rends compte, hein, il m'a booké dans un match ce soir pour que je perde 1, 2, 3 dans le ring. C'est le finish qu'ils m'ont donné. Et derrière, dans le match, il est censé le perdre, du coup, vu qu'il a annoncé comme quoi il était booké pour perdre. Et en fait, il gagne. Donc en fait, c'est tout pourri. Mais c'est Vince Russo, c'est de la merde. Ah, c'est Vince Russo, quoi, dans toute sa splendeur. C'est impressionnant. Donc j'ai fait le tour de Buff Bagwell, à moins que tu veux que je parle un peu de son passage au Non, parce qu'on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit dans notre émission sur le traitement des, entre guillemets, stars de la WCW. On parle de Buff Bagwell et on explique que de toute façon, ça marchait pas là-bas, Ouais. qu'il se prenait pour une star, et qu'en plus, il allait pas aux entraînements, et c'est sa maman qui appelait pour dire, Buff, il viendra pas catcher Bah, aujourd'hui. si, la seule truc qu'on peut dire sur lui, c'est quand même, il y a eu parce que vous savez que Rousseau est fan des on-the-pole match. Ah oui, bah, sa maman. De tout mettre en haut des poteaux et de faire des matchs de cons liés à ça, c'est quand même pour moi le top 1 des on the pole les plus cons de l'histoire. Parce que c'est Judy Bagwell, donc la mère de Buff Bagwell, on the forklift. Comme on pouvait pas l'accrocher sur un poteau, cette pauvre dame, on l'a mis tout en haut d'un gerbeur, comme ça, un monte charge. Un monte charge. Ouais, un chariot élévateur. C'est quand même n'importe quoi. Maman de Buff Bagwell qui est décédée il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ah, je sais pas, paix à son âme. Moi maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur la dizaine de minutes qui vient, sur 3-4 catcheurs comme ça, en pot pourri, En feeling. en feeling. Il y a Disco Inferno. On dit quoi? J'adore cette gimmick. Bah, moi aussi, pourtant, c'est ridicule, mais c'est cool. Parce que c'était incarné par le bon mec. Le gars qui prenait ça au sérieux et qui faisait ça bien. C'est un très bon catcheur, en plus. Et dans le monde du catch, actuellement, il est encore road agent à la TNA. Ça fait facile plus de 15 ans qu'il est road agent à la TNA. Donc c'est quelqu'un, quand même, qui est resté dans le monde du catch. Et lui, il a été marquant parce qu'il a fait partie de plein de clans. Toujours en tant qu'un peu de job guy, mais avec une gimmick très marrante. Des bonnes rivalités autour des titres light heavyweight et des choses comme ça. Et le truc que moi j'ai beaucoup aimé, c'est quand il était le souffre-douleur de Scott Hall, où vraiment il se sont affrontés plusieurs fois dans les matchs et il le chope que même Gunther pourrait en être jaloux. Le Disco Inferno se prend un anatomie de Scott Hall qu'on entend encore aujourd'hui l'écho. C'était un bon catcheur. Oui, c'était vraiment un bon catcheur, un catcheur italien. Dommage qu'il a été un peu noyé par la gimmick, quoi. Et qu'on est à WCW qui avait pas fond vert, mais je pense que lui ça lui convenait. Oui, il Ça était doit faire content comme partie ça. à des rares mecs où je l'ai jamais entendu cracher sur son run WCW. C'est que je pense qu'il était content de sa place. Oui, il était content d'être là Il aussi. était content d'être là, content de sa place, de prendre son argent. Et ça lui a quand même ouvert les portes plus tard. Oui, parce que ça l'a pas. WWE, non. Hein. Non, jamais, non. Mais c'est bien, la TNA, tout, c'est bien. Moi, je Voilà, suis content c'est pour ça. lui. Et si tu me dis qu'en plus, c'est un mec qui aimait cette gimmick, qui était content d'être là, Et c'est une des rares gimmicks un peu comiques, fun, qui est vraiment cool. puis ça a duré. Oui, parce que raconte un petit peu, parce que peut-être les gens ne connaissent pas. Il est rentré sur de la musique disco. Oui, bien sûr. C'est Disco Stu, C'est Disco Stu de pour la fin des Simpsons. Et je suis sûr Sauf que, comme c'est Disco Inferno, c'est juste, il avait pas les couleurs du disco blanc et tout comme ça. Oui. C'est plus, il avait des couleurs noires, enflammées, des trucs comme ça.
Mais oui, il dansait le disco, quoi. Ouais, c'était Disco Stu. Il y a Alex White, très important, moi, Alex White. Donc Alex Wright, c'est un très bon jeune catcheur qui a décidé d'arrêter complet après la Allemand, ouais. allemand, qui a beaucoup concouru au début de la WCW autour du titre Light Heavyweight. C'est quoi? C'était un Night Flyer? High Flyer, ouais. C'est ça, High Flyer, un peu technique. Il avait pas spécialement de gimmick au début, et ensuite pareil, il a été noyé un peu dans la masse, mais il avait vraiment un potentiel sympa. Moi, alors, il était blond. Je me rappelle, je le vois arriver encore avec sa veste en cuir, Oui, parce qu'il rentrait comme ça. Catcheur un peu flamboyant. très flamboyant. Et moi, il fait partie de ces catcheurs que je regrette, qui n'ait jamais eu de run à la WWE. Mais c'est vrai que j'avais lu aussi, c'est lui qui avait décidé D'arrêter. Lui, d'arrêter. Pareil, il n'était pas spécialement passionné, il faisait bien ce qu'on lui demandait. Il y a des très bons matchs à aller voir, face à des Tom Zenk, face à des Brian Pillman, face à Disco Inferno. Ils ont même été en équipe, faut dire. Ce qui est dommage, c'est que s'il avait continué, pour le coup, lui, il aurait pu être une vraie belle création de la WCW. Ouais, à des jeunes, parce qu'on en a eu des jeunes quand même bien marquants qui ont réussi à marcher, même si c'est pas totalement des créations, mais par exemple, que ce soit Shannon Moore, On va en parler un petit peu après d'ailleurs. On va en parler. Des Billy Kidman, des choses comme ça, des mecs qui ont été grave marquants en tant que high flyer, petit gabarit, bah, lui, il en faisait partie. Puis de toute façon, comme tu as dit tout à l'heure avec Disco, il y avait ce plafond de verre. Ah oui, dans tous les cas, c'est des mecs qui ne pouvaient pas être des méga stars et qui ont été bloqués par De toute façon, par les main eventers, t'aurais été bloqué. Oui. On va reprendre ensuite avec deux noms de Legacy, et puis on va enchaîner sur une autre équipe. Oui. Alors pour le côté Legacy, j'ai vu qu'il y avait David Flair, c'est le fils de Ric Flair. Le fils de Ric Flair, oui. Donc c'est pas celui qui est décédé, Ah, j'allais te demander. mais lui, c'est intéressant d'en parler parce que c'est l'une des utilisations les plus décriées de l'histoire du catch. Pourtant c'est du Ric Flair, mais c'est du Ric Flair où on va l'humilier. Ça fait partie de son moment où il s'est humilié par Bischoff et Rousseau, quoi. Et en fait, on va mettre David Flair ultra en avant, mais vraiment ultra en avant, alors que le gars n'était pas prêt pour ça. Il va aussi apparaître à la WWE pour se faire massacrer par l'Undertaker quand il aurait été avec Ric Flair. Ah oui, en 2002. Ouais, c'est ça. C'est la fois où Il le défonce l'Undertaker, dans les vestiaires. Ric Flair veut pas affronter le Taker, Ric Flair veut pas affronter le Taker jusqu'au moment où Il défonce David Flair. et où il y a le sang qui pisse, non? Non, tu sais pas, mais il est ensanglanté dans la douche. Ouais, il prend cher là. Il prend cher. Et en fait, David Flair, ils vont le mettre ultra en avant, où il va être, il va porter les robes de son père. On va en faire le fils insupportable qui utilise le nom de son père pour se mettre en avant. À tel point que ça va aller loin parce que il y aura quelque chose autour. Je sais plus si c'est Tori Wilson ou qui blur. Je sais plus laquelle qui était autour. Il va se la péter, mais souvent pour se faire défoncer en plus, parce que c'était un peu le catcheur lâche, quoi. Donc du coup, il se faisait défoncer. Insupportable. Il va avoir beaucoup de temps d'antenne et il va avoir, c'est tout ce qui était lié à Ric Flair et il va être aussi beaucoup lié à Charles Robinson. Vous voyez l'arbitre d'aujourd'hui, l'arbitre Qui a été président de la WCW. Bah c'est ça, en fait, c'est l'arbitre des arbitres politiques de maintenant, hein, c'est le blond qui a jamais peur de bump parce que lui, il en a pris des bumps dans sa vie hein, en tant qu'arbitre. C'est pas lui, hein, l'arbitre d'Hogan Sting. Hein. Non, ça c'est Nick Patrick. Oui, voilà, je confonds. Ouais. Et en fait, Charles Robinson, lui, oui, il va être pendant un moment président de WCW. Après, il me semble que c'est après qu'ils ont enterré Ric Flair dans le désert. Quand je vous ai dit, hein, ça a été vraiment pourri. Hein. Qui a le plus mal utilisé Ric Flair? La WCW ou la TNA? Ouf. Parce que la TNA, Ric Flair en chaise roulante, c'est chez eux. Hein. Ouais, c'est chez eux, ouais. Et en tant que aussi, d'avoir transformé aussi AJ Styles en tant que valet de Ric Flair aussi. C'était pas mal aussi, ça. Ouais, mais AJ Styles, c'était pas mon catcheur, c'est pour ça. Ouais. Et surtout, il cache comme Ric Flair. Ouais, c'est vrai. C'est le même moveset. C'est le même moveset. Mais, chacun a la WCW, parce que WCW, ils ont quand même passé du temps à l'humilier à la télé. Et puis, j'allais dire, à la WCW, Ric Flair, il aurait pu faire encore plus de pognon s'il a été bien utilisé. Exactement, parce que c'était le mec qui a rapporté plus de pognon. Et du coup, t'avais Charles Robinson, je crois que c'est après, donc du coup ça, il devient président de la WCW pendant un moment, et après il va devenir le mini-moi de David Flair. En fait, il y a Ric Flair, le Nature Boy, classe, qui s'appelle robe de chambre, machin. David Flair qui reprend totalement les gimmicks de son père, mais de manière ridicule, et Charles Robinson qui est à côté, qui est habillé pareil. Donc c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde. On continue parce que j'ai aussi vu le nom de Horace Hogan. Oh là c'est de là. la famille de Hulk Hogan. C'est Oh quoi là cette là. histoire? Qu'est-ce qu'ils étaient nous chercher là? Bah c'est Hogan, hein. Hogan il décide un peu ce qu'il veut, hein, on l'a déjà dit.
Et ouais, il fait embaucher son neveu qui se lançait un peu dans le catch, on va dire, qui est pas bon du tout, et qui a jamais été bon, et qui a rien fait derrière, en fait. Et il est... avant d'être lié à Hogan, il a fait partie du Flock de Raven, encore un, parce que dans le Flock de Raven, il y avait quand même pas mal de nobodies. Hein. Et après, oui, il a rejoint la WO, en fait. Donc c'était un des job guys de la WO. Pour la catastrophe. Bah, tu sais, une des dernières gimmicks WCW de Brutus, ça me permet d'en parler, c'est le disciple. Le mec, à ce point, quoi, c'est Hogan tellement égomaniaque qu'il redemande à son pote d'être son lèche-cul officiel en tant que le disciple, quoi. Le disciple de Hogan. Avec un style, le même style qu'Hogan, en fait, cheveux longs blonds, la barbe noire, le style Hollywood Hogan, quoi. Mais en étant le job guy de Hogan. Et en plus, derrière, ils ont réussi à s'en servir en le mettant le disciple d'un autre catcheur, que j'ai plus son nom, qui était une parodie nulle de Ultimate Warrior. Tu sais, il a pris cher, le brave Beefcake, quand même. Ah, le Beefcake, on rappelle qu'il a eu 21 gimmicks. Oui. Donc, moi, j'en connais, ma préférée, c'est The Barber, mais enfin, bah, c'est la plus marquante. La plus longue. J'ai noté aussi La Parka. Alors la Parka, par contre, c'est très important. Parce que là, je parlais de Conan en tant que catcheur latino les plus influents. Là, on va encore parler d'un catcheur latino, le mexicain, les plus influents. Mais là, on est dans le top 3 des catcheurs les plus mexicains les plus influents de tous les temps. Bah, je pense que Penta a puisé un peu de La Parka. Complètement. La Parka, encore aujourd'hui, il rapporte toujours autant de pognon au Mexique. Mais ça a été l'un des plus gros draws de l'histoire du Mexique. Et d'ailleurs, tu m'as dit, avant qu'on commence l'émission, je reviens un tout petit peu en arrière, tu m'avais dit que Conan aussi a été un immense draw. Oui, bien sûr. Mais tu l'as pas dit tout à l'heure. J'ai oublié de le dire, oui. Donc oui, Conan aussi a rapporté un pognon fou. Mais il est même pas à la voûte plantaire de La Parka. La Parka, c'est un truc de fou. La Parka, c'est un truc de fou. Au Mexique ou aux États-Unis aussi? Aux États-Unis, il a marché, vu qu'il a été à la WCW et qu'il a quand même été utilisé de façon correcte. Mais au Mexique, il fait partie, oui, du top 3 des mecs qui ont rapporté le plus de pognon de toute l'histoire. Ah ouais, quand même. La Parka, c'est une légende infinie au Mexique. On se rend pas compte de ce que c'est La Parka. Donc, il a on va dire un peu à quoi il ressemble, il a un visage de tête de mort mexicaine. Il a un costume intégralement noir avec une capuche intégrée au costume. Et il a les squelettes, un peu comme vous voyez à la fête de la mort au Mexique. En fait, c'est ça. C'est le visage de la mort au Mexique. Il a pas un physique, mais il y en a beaucoup des Mexicains comme ça où ils ont un physique un peu bedonnant. Ils sont un peu trapus, un peu Moi, petits. je pense à Super Crazy, par exemple. Ben voilà, un peu le même principe. Donc, mais par contre, ils sont capables de faire de la voltige. Il y en a pas mal au Mexique. Je vous conseille d'aller voir du Atlantis Junior. Non, Atlantis tout court, pas Junior. C'est assez dingue le catch au Mexique. Au De toute façon, on l'a déjà dit. Où les mecs, où on voit leur physique et on se dit non mais c'est quelqu'un qui s'entraîne pas, il a pas l'air pas impressionnant. Et les mecs font des trucs de fou. Ça fait partie de leur ADN en fait. Et La Parka, c'est ça. Et La Parka, c'est un des mecs qui a rapporté un peu le catch hardcore au Mexique. Parce qu'il aime beaucoup utiliser les chaises. Il servent un peu des chaises comme de guitare, des trucs comme ça. Il utilise beaucoup les chaises. Et la WCW, Bischoff l'a recruté parce que justement le mec vendait à max. Ça permettait en fait aux Mexicains de pouvoir regarder la WCW parce qu'ils voyaient leurs grosses légendes là. Oui, bah. Il a pas de rivalité marquante avec la WCW. Il a utilisé beaucoup en mid-card, il a affronté pas mal de gars. Même des bons gars, des gros gars, hein, donc Goldberg par exemple. Raven, il a affronté quand même des mecs assez intéressants. Mais parce qu'après, je pense que quand le show, excusez-moi les amis, quand le show était édité pour aller peut-être au Mexique, peut-être que c'était dans un ordre différent les matchs, et lui, bah, tu le voyais, les Mexicains le voyaient Je pense que c'est exactement en ça. haut, quoi. Ouais, c'est Et ça. du coup, bah, ça permettait de continuer à la WCW, d'avoir des bonnes audiences au Mexique. Et comme je vous dis, encore maintenant, La Parka, si son nom est sur une carte de show de catch au Mexique, C'est la folie. c'est la folie. Encore maintenant, il catch toujours. Il catch toujours. Alors qu'il a, pareil, je crois qu'il doit pas loin des 60 ans. Oui, bah, de toute façon, il a entre 50 et 60, de toute façon, hein. Ouais, mais peut-être même un peu plus. Mais il est toujours là, et c'est toujours un nom. C'est vraiment un des visages du catch mexicain. Et c'est dommage qu'ils en Genre, servi. à tel point, je disais top 3, mais je pense qu'il est deuxième, parce qu'en fait, le premier, le plus influent d'histoire le catcheur le plus influent d'histoire du Mexique, c'est El Santo. Voilà, donc avec en plus la fameuse histoire, El Santo, c'est celui qui a inspiré le personnage de King dans Tekken. Ah oui, on en a déjà On parlé. a déjà parlé. Et avec Tiger Mask, c'est un croisement entre Tiger Mask et El Santo. C'est une histoire incroyable, El Santo, à tel point que je crois vraiment que lui, impossible de trouver une image de lui sans son masque, par exemple.
Oui, d'accord. Ouais, Voilà, c'était donc vraiment lui, c'est très. vraiment le visage de la lucha libre. Et le mec a rapporté le plus de pognon, je pense, par rapport à sa longévité. C'est la C'est parka. la marque. On peut parler aussi d'Aclor, tu m'avais dit les three count. Les fréquentes, ouais. Donc ça, on est, je pense qu'ils commencent un peu, oui, Rousseau est encore là, mais c'est vraiment la fin de CW. C'est en 2001. C'est une équipe de boys band, mais il y en a que un qui a pas eu une carrière importante derrière, mais les deux autres sont ultra connus. Donc c'est Evan Karagias, donc celui qui est un peu moins connu, Shannon Moore et Shane Helms. Bah, il me semble que quand ils sont à l'invasion, ils sont un peu dans leur style encore de. Ouais, quand ils arrivent à la Gimmick-là, maison, ils sont encore en fréquente. en Ouais. free count, hein. Donc ouais, c'est des boys bands, ils venaient dans le ring, ils faisaient leur entrée, ils faisaient un peu de playback et ils dansaient. Donc, vraiment boys band des années 90, quoi. Et par contre, le truc, c'est que la gimmick est un peu ridicule, mais par contre, dans le ring, ça renvoie. C'est des excellents high flyers. Chez Nelms, on se rend pas compte parce qu'il a été un peu noyé, nous, à notre époque, dans la gimmick du Hurricane, mais super catcheur, en fait. Super catcher, et ils ont eu des grosses rivalités mid-card high flyer dans la division cruiserweight et par équipe avec le Chavo Guerrero des Misfits in Action face à Billy Kidman, Rey Mysterio dans les 50 Animals, et leurs gros rivaux, c'était les Young Dragon, aussi une équipe un peu sympa de high flyer avec des mecs qui catchent encore aujourd'hui. Donc moi je vous conseille d'aller voir des matchs des Frequent. Ouais, ça vaut le coup, c'est Ça sympa, vaut le ça. coup, ouais. Et Même ça si va, la ça gimmick va est sauter ridicule, partout. ça va sauter partout et tout. Si vous aimez les high flyers et le catch un peu champagne, les spots, les matchs à spot, les Frequent c'est fait pour vous. Hein. Il se serait bien intégré, par exemple, à la WWE, dans la rivalité avec les Hardy, les Edge et Christian, Ouais, ils les auraient pu Dudley l'utiliser. Boys, et puis Bah, tu sais, surtout qu'en plus Shane Helms et Shannon Moore sont les meilleurs amis des Hardy. et ben surtout que Shannon Moore, après, a été dans la Matitude. Oui, bien sûr. Et Shane Helms, il est reconnu en tant que c'est le meilleur ami des deux Hardy. Même encore, oui, je me rappelle, il Ils faisait ont fait partie la fédération Omega. de la fédération, hein. Ah oui, ça, on en avait parlé, je crois, dans l'émission sur Matt, C'est ça. qu'on avait faite. Je te propose aussi, si tu peux dire quelques mots, il y a eu énormément de catcheurs japonais, mais personne n'a marché à la WCW. Bon, celui qui a il y en a deux qui ont marché. Mine de rien, qui ont vraiment marché, qui ont rapporté du pognon, qui ont été suivis. Si tu veux, je l'ai dit. C'est le premier, c'est Jushin Thunder Liger. Donc lui, Premier match de l'histoire de Nitro, voilà, face à Brian Pillman. Donc lui, ça a été un des gros champions. qui a d'ailleurs été, Cruiserweight. je crois, au Hall of Fame il y a un an ou deux. Oui, c'est ça. Donc c'est l'un des gros visages de la New Japan, qui a pris sa retraite il y a quelques années. J'ai pu suivre toute sa fin de carrière en plus. Match à voir, hein, avec Brian Pillman. Ah oui, Ils sont dans un supermarché. C'est le premier match de Centre Nitro, commercial. un centre commercial, ouais, parce que c'est pas l'intermarché du coin, excuse. C'est super. Ouais. Et Justin Thunder Liger, c'est vraiment aussi, il fait partie des top 5 cruiserweight japonais les plus marquants de toute l'histoire. C'est son personnage, il sort d'un manga en fait. Quand vous voyez son costume, on dirait, moi, il m'a toujours fait penser au méchant de Power Rangers. C'est exact. Alors, je te jure, Messaya, j'allais te le demander. J'allais te dire ça. J'allais te dire mot pour mot ce que tu viens de dire. Bah oui, il est inspiré des Sentai japonais en fait, parce que Power Rangers c'est la version occidentale d'un concept japonais qui a été repris aux États-Unis, qui a donné Power Rangers, mais c'est les Super Sentai. Donc c'est un truc typiquement japonais, donc avec un énorme costume, une cape, un masque où ça part dans tous les sens. Mais dans le ring, Justin Thunder Liger, c'est un précurseur de énormément de prises, de manières de catcher. Mais lui, c'était un peu un catcheur qui faisait faire des coucous, non? Oui, c'est ça, en fait, il faisait des allers-retours. Il n'était pas ancré. Voilà, c'est pas ça. fixe parce que le New Japan, en même temps, il pétait tout là-haut, quoi. C'est, pour vous dire, je vais donner des faits d'armes pour ceux qui connaissent, c'est l'inventeur de la Super G-Cup. Donc c'est l'un des plus gros tournois à élimination directe cruiserweight qui a été fait au Japon. C'est un des créateurs. C'est l'équivalent de 205 Live. Rien à voir. Rien à voir. Il vient encore commenter les matchs encore. Ok, ouais. Il a des rivalités marquantes face à tous les cruiserweights les plus connus au Japon. Il a été en rivalité avec le Great Sasuke, avec Tatsumi Fujinami. C'est un des gars qui a été sous la coupe d'Inoki très vite. Donc en fait, c'est vraiment un des premiers gars mis en avant par Inoki. J'ai parlé tout à l'heure du Shooting Star Press de Billy Kidman, qui après il y a eu le Airborne de Evan Bourne. Evan Bourne, ouais. Bah c'est lui l'inventeur du Shooting Star Press. D'accord, ok. Pour vous dire, il a une manière de catcher. Tous les catcheurs qui sont un peu voltigeurs ont repris des prises de lui. C'en est à ce point. Justin Thunder c'est une légende exceptionnelle. Et moi, qui ai suivi toute sa fin de carrière, parce que je regardais beaucoup la New Japan à ce moment-là, même à plus de 50 ans avant qu'il prenne sa retraite,
Elle était toujours dingue. Bah oui, il délivrait dans le ring, il faisait moins de voltige forcément par rapport à l'âge, mais par rapport à sa technique, par rapport à... Le mec a un masque, on ne voit pas du tout son visage. Il arrivait à transmettre des émotions. Le public chantait avec lui. Sa musique d'entrée, et encore aujourd'hui, c'est dans le top 20 des musiques les plus téléchargées au Japon. Vous vous rendez compte, quoi. Et en plus, à la WCW, il venait que faire des apparitions, donc il restait sur son personnage classique. Au Japon, il a réussi à faire évoluer son personnage. Il y a le personnage de Forbidden Liger, quoi. C'est Kishin Liger, où en fait que sous son masque, il a sa deuxième personnalité, où il est peinturluré, où il devient complètement psychopathe, un peu à la Joker japonais. Vraiment le. On l'a déjà vu sur son masque? Avec de la peinture, mais directement non. Sauf quand il était très jeune. Avant qu'il porte le masque, on a des images de lui. Mais je me souviens qu'il y a eu il l'a fait apparaître 3-4 fois, où la personne, en fait, lui en met tellement plein la gueule, et essaie de le démasquer, et en fait, il se démasque tout seul. Il est peinturluré en blanc, c'est le fantôme japonais. Il disjoncte, et il tente de faire des tentatives de meurtre dans le ring. À planter le mec avec des clous et des trucs comme ça. C'est génial. En fait, il arrivait à faire évoluer son personnage. Il a eu une période où il était Au Japon, le terme heel face, c'est un peu plus compliqué. La frontière est un peu mince, c'est parce qu'on est en compétition. Mais il y a une période où, en fait, il était beaucoup plus dominant, où il venait bien en noir. Où il était un peu plus heel, on va dire. Où il voulait pas se faire pas respecter par les jeunes. La carrière est incroyable de Jushin Liger. Parce que c'est dommage que quand on voit un petit peu tout ce qu'on a parlé, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de casseroles, de l'histoire de la WCW, et c'est dommage de dire qu'il y a plein de trucs comme ça que finalement ils ont pas capitalisé là-dessus. Je suis désolé, en fait, ça me permet, les amis, de parler un peu du catch japonais, de légende. On va enchaîner par le deuxième. Gros qui a marché. C'est le Great Muta. Donc Keiji Muto. Et là, on est, parce que Jushin Liger, c'est un visage des cruiserweight. Great Muta, Keiji Muto, c'est l'un des plus gros champions du monde poids lourd de toute l'histoire du Japon aussi. Il a pris sa retraite aussi il y a pas très longtemps. Le mec a fait toutes les fédérations au Japon. Littéralement, il les a toutes fait. C'est un draw infini et c'est, chez les occidentaux, le catcheur japonais le plus reconnu de toute l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont été, on va dire, plus haut que Keiji Muto. Mais si tu demandes à n'importe quel fan de catch américain quel catcheur japonais, il va te dire en premier nom. Ce sera lui. Ce sera Keiji Muto. Et à la WCW, c'est grâce, il est arrivé avant l'ère Bischoff, on en avait parlé, il est arrivé dans les débuts où Ric Flair était booker. Et où il l'a mis en tant que star. Il a affronté des Macho Man, il a affronté des Ric Flair, c'est quelqu'un qui a été main eventer en tant que japonais à la WCW sous sa gimmick de Great Muta. Donc le Great Muta, pareil, c'est un personnage mystique. C'est le popularisateur du Mist. Ça, vous en avez vu beaucoup ces derniers temps. Avec Tajiri, avec Asuka, avec, comment il s'appelle, même Aleister Black à la WWE faisait le Black Mist. Et, petit fun fact si tu veux, tu sais que la couleur du Mist a une signification. Non. Au Japon. Ah, au Japon. Mais du coup, à la WWE, ceux qui le font, ils changent de couleur en fonction de leur personnage, quoi. Shinsei Nakamura qui fait des Miss depuis quelques temps aussi. Et en fait, chaque mist a une signification. Chaque couleur a une signification. Le red mist, le black mist, ça rend totalement aveugle. Le red mist, ça brûle les yeux. Il y a plein de significations. Ah oui, oui, d'accord. Et donc du coup, en fait, normalement, les mecs doivent le vendre d'une manière différente en fonction du mist qu'ils prennent. Et le gros popularisateur du mist, c'est Great Muta. D'accord. Il le faisait à chacun de ses matchs, à tel point qu'en fait, il avait tellement l'habitude de le faire qu'Keiji Muto, il arrivait à faire des cœurs avec. Il y a une photo exceptionnelle où il est en Great Muta, il crache le mist. Il en fait un cœur. Et ça fait un cœur. Putain. C'est son truc, quoi. Donc, comme j'ai dit, en tant que Great Muta, gros star, vraiment aux États-Unis, c'est un des Japonais qui a le mieux marché de l'histoire aux États-Unis. Et au Japon, il a tout eu. Champion du monde de Japan, champion du monde New Japan, champion du monde de la Noah à sa fin de carrière, donc à plus de 60 ans. C'est à tel point que dès que le mec là est là, on lui donne tout. Ouais. Mais aussi, il a beaucoup de casseroles parce que c'est un peu le Hulk Hogan japonais. D'accord, ok. Ça veut dire qu'il a un ego aussi surdimensionné, il se met toujours que lui en avant. Il a eu pas mal de grosses casseroles comme ça. Je comprends pas pourquoi tu dis ça sur Hulk Hogan. Vraiment. Et beaucoup de mecs, en fait, il fait partie des premiers 3 mousquetaires. Dans le New Japan, en fait, il y a des générations comme ça où 3 catcheurs apparaissent et on dit c'est les 3 mousquetaires du Japon. Et en fait, en général, c'est tous des gros stars. Et les 3 premiers, c'est Keiji Muto, Shinya Hashimoto et Masahiro Chono, que tu vois, lui, tu vois qui c'est le Yakuza. Oui. Donc eux, c'est les 3 premiers mousquetaires. La génération d'après, il y a mon catcheur préféré dedans, donc je peux en parler. C'est Hiroshi Tanahashi, Shinsuke Nakamura,
et Katsuyori Shibata. Donc des mecs qui catchent encore aujourd'hui, même si Tanahashi va prendre sa retraite. Et Keiji c'est l'entraîneur d'Hiroshi Tanahashi. Donc Hiroshi Tanahashi, qui est mon catcheur préféré, c'est inspiré totalement de Keiji. Là actuellement, un autre catcheur ultra marquant au Japon, c'est Tetsuya Naito, le leader des Los Ingobernables déjà de Japon. C'est un des catcheurs les plus populaires actuellement. Il vient de quitter la New Japan et lui aussi c'est un élève de Keiji. Donc ça veut dire que vraiment toute la génération de stars actuelles ont eu l'influence par Keiji. D'accord. Ouais, influence très importante dans le monde de catch. J'ai essayé de faire le plus rapide. Non, c'est bien. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Messiah se fera. Alors, il répond pas toujours Messiah, mais sur le catch japonais, il se bougera les fesses pour y répondre parce que moi, je n'en suis pas capable. C'est que ça. On va quitter aussi, on va continuer encore avec un dernier nom. Puis après, on verra bien s'il y a autre chose qu'on a oublié de parler. Ah bah, un catcheur japonais, on peut le dire aussi, il y a Ultimo Dragon qui est passé. C'est vrai. Je voulais te le demander, ouais. Donc lui, par contre, j'ai beaucoup moins à dire, mais c'est aussi un des high flyers les plus connus au Japon. Moi, je me rappelle de lui à la WWE. Ouais, bah parce qu'il était dans le jeu comme The Pay. C'est ça, et que il était très content parce qu'il a catché à Mania, même s'il se fend devant son entrée. Mais c'est un des catcheurs cruiserweight qui a été le plus titré, qui a eu le plus de titres en même temps. Ok. Alors, évidemment, je crois qu'il est 12 fois champion. Il a 12 ceintures différentes limite. Et en fait, dans le ring, il est vraiment incroyable. C'est un des. Lui, c'est plus le ring que ce soit les storylines ou l'impact qu'il a laissé. C'est vraiment son in-ring qui était marquant. Et Bischoff l'a fait venir. Lui, il n'a pas de rivalité, par exemple. C'est plus que des matchs. Et c'était des catcheurs d'exposition. Exactement. Comme Justin. Comme Justin, ça. Ouais, Justin, pardon, qui venait, il faisait son combat. Peut-être il venait la semaine d'après, puis après ça y est, il repartait au Japon. Bah, il faisait des tournées, Justin. Ouais, voilà. Il a été champion lui aussi. Donc forcément, il venait un peu plus souvent. Ultimo Dragon, je crois aussi qu'il a touché le titre, mais il a beaucoup été moins présent. Non, le nom aussi que je voudrais donner, c'est Crowbar, parce que c'est le nom que tu m'as demandé. Oui, donc je voulais en parler. Donc c'est pas un catcheur vraiment marquant, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment un catcheur low card, mid card. Mais il m'avait marqué quand j'étais jeune. En fait, quand j'étais petit, je trouvais que ce mec-là, il arrivait à dégager, comment dire, en fait, c'est un parfait seller, en fait. Quand il se fait casser la gueule, on est derrière lui, quoi. C'est un underdog, en fait. Un peu un underdog. Il a commencé en tant que heel, il a fait que des matchs plus ou moins par équipe. Mais moi, j'ai des gros souvenirs où il se fait casser la gueule par des Kevin Nash, par le démon de Kiss, par des gros bonhommes. Et en fait, il vend tellement bien. C'est un mec qui a jamais eu une grosse carrière nulle part. Mais c'est juste que vous pouvez aller voir, vous regardez les matchs de Crowbar. En fait, vous allez souffrir avec lui. Et moi, ça m'avait marqué, ça. C'est pour ça que tu t'en rappelles. C'est pour ça que je m'en rappelle. Mais rien d'important. D'accord, ok. Bon bah écoute, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce qu'on voulait. On a vraiment voulu faire une émission déjà parce que on va enquiller, il me semble, Mick Foley et la première partie de Shawn Michaels dans les 2 semaines qui viennent. Je pense que ça va être ça le programme. Ouais. Donc là, ça nous fait une émission un peu plus chill pour nous deux. C'est cool parce que là, Mick Foley et Shawn Michaels, il y a du travail. Ah, on a du gros taf. Parce que voilà, Shawn Michaels, je ne veux plus diffuser les 2 parties, comme je t'avais déjà dit, l'une après l'autre. Oui. On va faire la première partie qui sera diffusée un petit peu en milieu de 3e saison. Et la deuxième partie en fin de 3e saison. Et puis entre-temps, on fera, comme on avait dit, Christian, la NWO, un autre pot pourri, tout ce qu'on avait dit qu'on ferait. Yes. Mais au moins, on va faire donc avec Mick Foley et Shawn Michaels qui arrivent, où là, on va certainement travailler dessus, faire ce genre de vidéo-là où on fait un petit peu marcher nos souvenirs, qu'on parle de la WCW parce qu'on sait que c'est une époque qui nous plaît, mais aussi qui plaît aux gens qui nous écoutent. Ça permet de nous faire une vidéo un peu plus chill. C'est ça, et ça me permet aussi de poser, en fait, de vider ma mémoire tampon, si je pourrais dire comme ça, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses dans le monde du catch dans ma tête. Je retiens beaucoup de choses, et en fait, Thomas me permet, grâce à ces émissions, déjà de vous faire profiter. Et moi, ça me permet de poser quelque part tout ce que j'ai dans la tête, parce que je ne parle pas de catch tous les jours, voire je n'en parle jamais. Donc en fait, j'ai beaucoup de connaissances, mais c'est un peu une connaissance personnelle. Je peux pas la partager. Donc c'est pour ça que c'est un énorme plaisir pour moi de faire ce genre d'émission, parce que je peux aussi me vider ma tête. Bien sûr. Pour et puis mon savoir. Et puis moi je suis content parce que on a pu parler de plein de choses et de beaucoup de choses que quand tu écoutes les gens qui parlent de la WCW, d'autres youtubeurs, d'autres sur YouTube, sur tout ça. Que ce soit aussi beaucoup de podcasts. Voilà, des podcasts. On va pas toujours te parler de ça. Nous, les catcheurs que j'ai voulu prendre là, parce que c'est facile, on aurait très bien pu reprendre les Steiner Brothers, on aurait pu en parler, on aurait pu parler des Four Horsemen, oui, mais ça, on va en faire des émissions. Là, au moins, on a parlé de noms qui auraient peut-être
qui mérite un petit peu d'avoir une certaine postérité, mais pas une émission de 2 heures, quoi. Et oui, c'est ça. Et ça me permet, comme je vous dis, j'espère que ça vous gêne pas et que vous aimez quand même apprendre un peu ça. C'est sous le cadre japonais, vu que je peux pas trop en parler. Bah, c'est pour ça que je voulais te faire un petit encart du là cadre me japonais. permet de faire des petits encarts et peut-être vous donner aussi envie d'en savoir un peu plus. C'est ça, et puis d'aller voir et de vous faire plaisir. Eh ben, Messaya, je te remercie. C'était très bien encore. J'ai appris plein de choses. Bah, je te remercie à toi. J'espère que la prochaine émission qu'on fera, j'aurai plus de problème à la gorge parce que j'en ai ras le bonne. Je comprends. Et on se dit à très bientôt, les amis. Ça roule. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, un petit j'aime. Et de mettre la cloche. Salut, salut! Salut!